La nature se moque de votre expérience, de votre talent ou de votre assurance. Une seule erreur, et tout s'arrête. Certains aventuriers ont connu un destin si atroce qu'ils sont devenus les légendes noires des terres sauvages. Des corps gelés abandonnés sur l'Everest. Des randonneurs littéralement engloutis par la terre. Ces histoires ne sont pas seulement tragiques, elles sont terrifiantes. Et nous en avons les preuves. Préparez-vous pour 2 heures de récits sur les morts les plus atroces de l'histoire de l'aventure, preuve à l'appui. C'était une journée ensoleillée et chaude, le 4 septembre 2018. Parmi les nombreux visiteurs explorant le parc national de Yosemite se trouvait Tomer Frankfurter, un touriste de 18 ans originaire de Jérusalem, en Israël. Tomer était en voyage de 2 mois à travers les États-Unis, un périple célébratoire avant de commencer son service militaire obligatoire en Israël. Tomer était impatient de voir le monde et de profiter au maximum de ce voyage spécial. Pendant son séjour aux États-Unis, Tomer logeait chez un ami de la famille à Fresno, en Californie. Ce jour-là, lui et son ami visitèrent Yosemite, célèbre pour ses vues à couper le souffle et ses sentiers escarpés. Tomer choisit de randonner sur le Mist Trail, un sentier difficile de 5,4 miles, connu pour ses falaises et ses vues imprenables sur les chutes Nevada qui s'élèvent à 594 pieds. Alors que Tomer avançait sur le sentier, il rejoignit un groupe de randonneurs de différents pays, dont Israël et l'Allemagne. Le groupe s'arrêta près des chutes Nevada pour se reposer et déjeuner, profitant de la beauté de l'eau qui cascadait. Avant de repartir, Tomer eut une idée pour une photo mémorable, une qui se démarquerait parmi les nombreuses images partagées en ligne. Il s'était inspiré des photos virales de Telegraph Rock au Brésil, où une illusion d'optique donne l'impression que les gens se balancent à des milliers de pieds au-dessus du sol. La chute réelle ici était vertigineuse, 820 pieds. Tomer tendit son téléphone à une femme du groupe et posa son sac à dos. Malgré les avertissements des autres randonneurs, il enjamba le bord de la falaise et se suspendit au-dessus du vide en s'accrochant uniquement avec ses bras. Il sourit et prit la pose pendant que la femme prenait plusieurs photos. Au début, tout semblait aller bien, mais la prise de Tomer commença à faiblir. Réalisant qu'il était en danger, le groupe réagit rapidement. Plusieurs randonneurs se précipitèrent pour le tirer vers le haut, attrapant ses bras et ses poignets. Cependant, la chaleur estivale intense avait rendu sa peau glissante de sueur et ses forces diminuaient. Malgré leurs efforts, ils ne parvinrent pas à le retenir solidement. Les témoins décrivirent les moments tendus et terrifiants où Tomer luttait pour rester accroché. Certains détournèrent le regard, incapables de regarder, tandis que d'autres criaient à l'aide. 3 randonneurs s'allongèrent à plat ventre sur la roche, s'efforçant de le tirer vers le haut, mais, centimètre par centimètre, Tomer glissa de leurs mains. Dans un moment tragique, il tomba. Tomer dégringola de 820 pieds, atterrissant sur le terrain rocheux près de la rivière Merced en contrebas. L'impact fut fatal. Les témoins étaient dévastés, beaucoup éclatant en larmes en réalisant ce qui venait de se produire. Les Rangers de Yosemite enquêtèrent sur l'incident. Le ranger Jesse McGahey le décrivit comme un accident tragique, expliquant que Tomer avait gardé le contrôle jusqu'au moment où sa prise lâcha. L'histoire de Tomer s'inscrit dans une tendance croissante liée au comportement risqué pour prendre des photos. Une étude du Journal of Family Medicine and Primary Care rapporta qu'entre 2011 et 2017, au moins 259 personnes dans le monde avaient perdu la vie dans des accidents liés à la prise de photos. La plupart des victimes étaient de jeunes, avec un âge moyen de 23 ans, et la majorité étaient des hommes. Les causes les plus fréquentes étaient les chutes, les noyades et les accidents liés au transport. Michael Giglieri, co-auteur de Off the Wall, Death in Yosemite, expliqua que les réseaux sociaux avaient alimenté un désir de capturer des moments dramatiques et audacieux. Autrefois, les gens cherchaient des expériences pour leur épanouissement personnel, mais désormais, il s'agissait davantage de prouver ces expériences. Ce changement conduisait souvent à sous-estimer les risques, avec des résultats tragiques comme celui de Tomer. La mort de Tomer affecta profondément sa famille et ses amis en Israël. Jeune homme brillant et ambitieux, il avait obtenu son diplôme de lycée en avance et étudiait à l'université hébraïque. Ses parents étaient dévastés par la perte de leur fils. Les responsables de Yosemite revirent leur protocole de sécurité après l'incident. Bien que des panneaux avertissant les visiteurs de rester à l'écart des falaises soient installés, beaucoup les ignorent. Les experts notent que même avec des barrières, les personnes déterminées peuvent encore prendre des risques. Un mois seulement après l'accident de Tomer, une autre tragédie survint à Taft Point, à Yosemite. Un couple Vishnu Viswanath et Meenakshi Murthy tomba en tentant de prendre des photos. Leur trépied fut retrouvé près du bord de la falaise. L'histoire de Tomer met en lumière les dangers de privilégier des photos risquées au détriment de la sécurité personnelle.
Les parcs nationaux et autres destinations explorent désormais des moyens d'éduquer les visiteurs sur les risques liés à de tels comportements. Des panneaux d'avertissement aux campagnes de sensibilisation, l'objectif est d'aider les gens à privilégier leur sécurité plutôt que de capturer le cliché parfait. Le 11 septembre 2020, des randonneurs parcourant la région isolée de Hazel Creek, dans le parc national des Great Smoky Mountains, sont tombés sur une tente inoccupée au site de camping 82. Au départ, ils ont supposé que son propriétaire s'était simplement éloigné, mais en continuant le long du ruisseau, ils ont vu quelque chose qui les a stoppés net. Plus loin, le long du cours d'eau, une scène effrayante se dévoilait. Des restes humains étaient exposés et un ours se trouvait à proximité. Sans hésitation, ils ont rebroussé chemin et alerté les autorités du parc. Lorsque les gardes forestiers et les responsables de la faune sont arrivés sur place, ils ont immédiatement remarqué l'ours noir de 240 livres toujours présent, se nourrissant des restes. Les environs du site de camping montraient clairement des signes de lutte. Des traces dans la terre indiquaient que la victime, un homme, avait soit tenté de fuir, soit avait été déplacé. Les restes, fortement décomposés, rendaient difficile la détermination du moment exact de l'attaque. La victime a été identifiée comme étant Patrick Madura, un homme de 43 ans originaire d'Elgin dans l'Illinois. Patrick s'était aventuré seul dans l'arrière-pays cherchant la solitude. Il avait choisi de camper à Hazel Creek, l'un des ruisseaux les plus préservés et isolés du pays. La forêt dense, le terrain escarpé et l'absence de distractions modernes en faisaient un endroit idéal pour ceux cherchant à se déconnecter. Patrick avait installé son campement au site 82, une zone de camping désignée prévoyant probablement de passer son temps à randonner et à profiter de la sérénité des Smokies. Mais à un moment donné durant son séjour, quelque chose a terriblement mal tourné. Une autopsie a ensuite confirmé de multiples blessures par perforation et de profondes lacérations à la tête, au cou, au torse et aux membres. Des blessures correspondant à une violente rencontre avec un ours. Certaines plaies présentaient des hémorragies, prouvant qu'elle s'était produite avant sa mort. Ses côtes étaient fracturées et des signes de traumatisme contondants indiquaient une lutte brutale et mortelle. L'attaque était un rappel sinistre des dangers posés par les ours noirs. Bien que généralement reclus et rarement agressifs envers les humains, ces ours sont des opportunistes, attirés par des sources de nourriture naturelle ou non. Dans le parc national des Great Smoky Mountains, près de 2000 ours noirs parcourent un terrain vaste et accidenté. Bien que les interactions entre humains et ours soient courantes, les attaques mortelles restent extrêmement rares. Le parc, qui s'étend sur plus d'un demi-million d'acres, sert de sanctuaire pour ces ours, leur offrant un habitat protégé. Ils se nourrissent principalement de baies, de noix, de glands et de petits animaux, mais lorsque désespérés ou habitués à la présence humaine, leur comportement peut devenir imprévisible. Bien que le comportement de charognard soit commun, les preuves suggéraient clairement que Patrick n'était pas simplement mort de cause naturelle avant d'être dévoré. L'ours était très probablement la cause de sa mort. En réponse à cette tragédie, les autorités ont temporairement fermé le sentier Hazel Creek et le site de camping 82. L'incident n'était que la deuxième attaque mortelle confirmée par un ours dans l'histoire du parc, la première remontant à l'an 2000. Lorsque Glenda Bradley, une femme de 50 ans, avait été tuée par un ours beaucoup plus petit dans la région d'Elkmont. Le service des parcs nationaux a renforcé ses mises en garde concernant la sécurité en présence d'ours, incitant les visiteurs à rester vigilants dans les zones habitées par ces animaux. Les recommandations incluaient voyager en groupe, porter des sprays anti-ours, stocker la nourriture correctement et ne jamais approcher ou nourrir la faune. Face à un ours agressif, les experts conseillaient de se défendre plutôt que de fuir, car les ours noirs considèrent parfois les humains comme des proies. La mort de Patrick soulignait que l'imprévisibilité de la nature comporte toujours des risques. Ces derniers instants restaient largement inconnus, mais les preuves suggéraient qu'il avait été pris au dépourvu. Alors que le parc rouvrait la zone dans les semaines qui suivaient, le souvenir de ce qui s'était passé à Hazel Creek restait vif dans les esprits. Le 28 août 2020, à Longyearbyen, dans l'archipel du Svalbard, en Norvège, Johan Jacobus Koot, un travailleur saisonnier néerlandais de 38 ans, terminait sa deuxième saison en tant que responsable d'un camping local. Johan adorait la sérénité des paysages sauvages de l'Arctique du Svalbard. Cependant, cette région reculée, située à environ 1300 km du pôle Nord, est également le territoire des ours polaires, un danger constant pour les habitants et les visiteurs. Les risques de rencontre avec des ours polaires au Svalbard, ils sont bien connus, avec des avertissements et des mesures de sécurité affichées partout dans la région. Malgré ces dangers, Johan, comme tant d'autres, était attiré par la beauté immaculée de l'Arctique. Mais cette nuit-là, la nature sauvage est devenue dangereuse.
Vers 4 heures du matin, alors que Johan dormait dans sa tente au camping près de Longyearbyen, un ours polaire a pénétré dans la zone. Ce camping, populaire auprès des touristes et des travailleurs saisonniers, abritait également 6 autres campeurs cette nuit-là, originaires d'Allemagne, de Norvège, de Finlande et d'Italie. Le calme de la nuit arctique a été brutalement brisé par l'arrivée de l'ours, identifié plus tard comme un mâle de 3 ans. Les ours polaires chassent habituellement les phoques sur la banquise. Cependant, en raison de la fonte des glaces causée par les changements environnementaux, ils sont de plus en plus contraints de chercher de la nourriture près des zones habitées. Cet ours, probablement affamé, a ciblé la tente de Johan. Il a déchiré le tissu et l'a traîné dehors, lui infligeant de graves blessures. Les affaires de Johan, y compris son tapis de sol, étaient éparpillées sur le sol rocailleux, tandis que des traces de sang marquaient le lieu de l'attaque. Les autres campeurs, réveillés par le chaos, ont rapidement évalué la situation. Bien que l'on recommande d'avoir des armes à feu et d'autres mesures de protection au Svalbard, le groupe n'a pu que demander de l'aide et essayer d'intervenir à distance. Les autorités sont arrivées rapidement et ont trouvé Johan vivant, mais grièvement blessé. Malgré leurs efforts pour le sauver, Johan a succombé à ses blessures peu après son secours. Il s'agissait de la première attaque mortelle d'un ours polaire au Svalbard depuis 2011, lorsqu'un étudiant britannique avait perdu la vie dans un incident similaire. L'ours responsable de l'attaque a été retrouvé et abattu par les habitants près de l'aéroport de Longyearbyen. Les autorités ont confirmé qu'il s'agissait du même ours qui avait été aperçu plus tôt dans la semaine en train de fouiller près de la ville et d'entrer dans des cabanes. Des photographies prises après l'incident montraient la gravité de l'attaque. La tente de Johan, déchirée et endommagée, restait un sombre rappel des dangers de vivre sur le territoire des ours polaires. Les 6 autres campeurs, indemnes physiquement, étaient profondément choqués. Ils ont été pris en charge à l'hôpital local pour état de choc avant d'être libérés. Dans une déclaration, le groupe a exprimé sa peine « Nous avons besoin de paix pour pleurer notre ami disparu ». Nous sommes reconnaissants envers les habitants de Longyearbyen et le gouverneur pour leur soutien durant cette période tragique. Les autorités locales ont lancé une enquête sur l'incident, examinant les mesures de sécurité au camping et le comportement de l'ours avant l'attaque. Le vice-gouverneur Solvi Elveda a souligné l'importance de rester vigilant dans une région fréquentée par les ours polaires et de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité. Avec une population d'environ 3000 personnes et près de 1000 ours polaires, le Svalbard fait face à une augmentation des conflits entre humains et animaux sauvages. Les ours polaires, protégés depuis 1973, luttent pour survivre alors que leurs territoires de chasse naturelle disparaissent à cause du changement climatique. Contraints de passer plus de temps sur Terre, ils entrent de plus en plus souvent en contact avec les humains. John Hars, chercheur spécialisé sur les ours polaires, a expliqué les défis auxquels ces animaux sont confrontés. À cette période de l'année, les ours polaires ont du mal à trouver de la nourriture. Sans glace dans leur principale zone de chasse, ils ont moins accès aux phoques et passent de plus de temps sur Terre à chercher des sources alternatives de subsistance. La communauté locale a pleuré la mort de Johan, se souvenant de lui comme d'un travailleur dévoué. Son décès rappelle l'équilibre fragile entre les humains et la faune dans l'Arctique, un endroit où l'imprévisibilité de la nature est toujours présente. Nous étions le 2 août 2023 et le docteur Dave Hogbin et sa famille approchaient de la fin de leur voyage d'1 mois en caravane. Dave, son épouse Jane et leurs 3 jeunes fils avaient passé ce mois à explorer l'extrême nord du Queensland et ses paysages sauvages spectaculaires. Ce jour-là, ils visitaient Crocodile Bend, une zone bien connue le long de la rivière Annan près de Cooktown. Cette rivière abritait de grands crocodiles d'eau salée, mais restait une destination prisée des touristes. La famille marchait le long d'un sentier aménagé sur la berge, profitant d'un après-midi ordinaire. Rien ne laissait présager la tragédie qui allait se produire. Le docteur Dave Hogbin, père dévoué et médecin généraliste respecté, était connu pour sa compassion, son intelligence et son goût pour l'aventure. À 40 ans, il avait bâti une vie consacrée à sa famille et à sa profession médicale, travaillant aux côtés de son épouse Jane dans une clinique à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud. Passionné de plein air, il organisait régulièrement des voyages de camping avec sa femme et leurs enfants, préparant chaque aventure avec minutie. Le 2 août, alors que Dave marchait sur la berge, à environ 5 mètres au-dessus de la rivière, une portion du sentier s'effondra soudainement sous ses pieds. En un instant, il perdit l'équilibre et chuta dans les eaux troubles en contrebas. Le terrain tropical dense, combiné à la pente abrupte et glissante de la berge, rendit toute tentative de remontée pratiquement impossible malgré sa stature athlétique.
Jane, qui marchait à proximité, entendit le bruit de la chute et accourut au bord de l'eau. Voyant son mari en difficulté, elle descendit aussitôt pour tenter de l'attraper et le tirer hors de l'eau. Elle réussit à saisir son bras, luttant pour le ramener sur la rive. Mais le sol était instable et elle commença elle aussi à glisser vers l'eau. Conscient qu'elle risquait de tomber à son tour, Dave prit une décision déchirante. Il lâcha son bras. En quelques secondes, un immense crocodile fit surface et l'entraîna sous l'eau. L'attaque fut foudroyante. Jane, toujours agrippée à la berge instable, assista impuissante à la disparition de son mari. Elle hurla à l'aide, mais personne ne pouvait intervenir. Heureusement, leurs enfants n'assistèrent pas directement à la scène. Leur tante et leur oncle, présents sur place, les protégèrent du drame qui se déroulait sous leurs yeux. Malgré des recherches immédiates, la rivière Annan resta impitoyable. Dans les jours qui suivirent, les autorités du Queensland mirent en place une vaste opération de recherche pour retrouver Dave. Les Rangers localisèrent bientôt un crocodile de 5 mètres dans un ruisseau voisin reconnaissable à une cicatrice distinctive sur son museau. L'animal fut abattu et, lors de l'examen, des restes humains furent découverts à l'intérieur. Bien que l'identification officielle ne soit pas encore confirmée, tout portait à croire qu'il s'agissait de Dave. Des analyses complémentaires viendraient corroborer cette hypothèse dans les jours suivants. La perte de Dave Hogbin bouleversa profondément sa famille, ses amis et la communauté au sens large. Ses collègues du centre médical Jewels le décrivaient comme un homme compatissant et altruiste, toujours prêt à aider les autres. Jane, quant à elle, évoqua les derniers instants de son mari avec une douleur immense, mais aussi une profonde admiration. Elle se souvenait de ses paroles finales, lui criant qu'elle était en train de tomber elle aussi. Son ultime décision, bien que tragique, lui avait sauvé la vie. Elle s'en sortit indemne ce jour-là, mais au prix d'une perte inimaginable. Une campagne GoFundMe, créée initialement pour soutenir Jane et ses enfants, permit de récolter plus de 160 000 $. La générosité des amis, des patients et d'inconnus leur offrit un soutien financier et du temps pour traverser leur deuil et réapprendre à vivre sans Dave. Les autorités mirent fin aux recherches de restes supplémentaires et préparèrent un rapport pour le coroner. Dave n'avait ni péché ni pris de risques inconsidérés. Il marchait simplement en famille lorsque le sol s'effondra sous lui. Le 5 octobre 1999 est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de la communauté montagnarde, marquant le jour où la tragédie a emporté 2 alpinistes de renommée mondiale, Alex Lowe et David Bridge. Les événements qui ont conduit à leur disparition avaient pourtant commencé de manière assez innocente. Portés par le rêve audacieux de descendre à ce qu'il est pente du Shishapangma, le 14e plus au sommet de la planète. Cependant, ce qui avait débuté comme une aventure ambitieuse s'est rapidement transformé en une épreuve déchirante qui laisserait des cicatrices indélébiles chez tous les survivants. Alex Lowe était une figure véritablement vénérée dans le monde de l'escalade, célèbre pour ses ascensions d'une audace rare et sa passion communicative pour la haute altitude. À ses côtés se trouvait David Bridge, un photographe talentueux et champion de parapente, dont la soif d'aventure égalait celle de l'eau. Ensemble, ils s'étaient lancés dans cette expédition vers le Shishapangma, animés par le désir profond d'entrer dans l'histoire en réalisant la toute première descente intégrale à ski de ce sommet redoutable. L'expédition ne manquait pas d'envergure. Organisée par Konrad Anker, le meilleur ami de Lowe et son partenaire de cordée de longue date, elle avait attiré l'attention et le parrainage des plus grandes marques d'équipements de plein air. Grâce au soutien de sponsors tels que The North Face et Polartec, l'équipe avait gagné en importance et en ambition, transformant ce qui devait être une simple sortie à ski en une expédition d'alpinisme de grande ampleur. Pourtant, alors qu'ils s'apprêtaient à explorer les versants du Shishapangma, ils étaient loin de se douter que le destin avait prévu une toute autre issue. En cette funeste journée d'octobre, lors d'une mission de reconnaissance effectuée à proximité du camp de base, le désastre survint brutalement. Une avalanche, déclenchée par l'effondrement d'un surplomb de neige en apparence inoffensif, dévala la montagne avec une force terrifiante, engloutissant absolument tout sur son passage. Lowe, Bridge et Anker se sont retrouvés directement sur la trajectoire de la coulée, leur vie ne tenant plus qu'à un fil alors que des tonnes de neige fonçaient vers eux à une vitesse folle. Dans une tentative désespérée de survie, ils ont tenté de trouver un abri, mais il était déjà trop tard. L'avalanche les a emportés avec une violence inouïe, laissant derrière elle un paysage de chaos et de dévastation. Une fois que la poussière de neige fut retombée et que le calme revint, Anker émergea des décombres, blessé mais vivant, miraculeusement épargné par la fureur des éléments. Malheureusement, Lowe et Bridge restaient introuvables. Des recherches exhaustives furent immédiatement lancées, les membres de l'équipe ratissant chaque mètre carré de la pente à la recherche du moindre signe de leurs compagnons disparus. Malgré tous leurs efforts acharnés, aucune trace de Lowe ou de Bridge ne put être décelée au milieu de l'immensité de neige et de glace. À la suite de ce drame,
le monde de l'alpinisme a pleuré la disparition de deux de ses étoiles les plus brillantes. Lowe, salué comme le meilleur alpiniste américain de sa génération, laissait derrière lui un héritage de prouesses techniques et une passion sans bornes. Bridge, talent émerge de la photographie d'aventure, restait dans les mémoires pour son enthousiasme débordant et son énergie inépuisable. Pour Konrad Anker, la perte était profondément personnelle et bouleversante. Non seulement il perdait deux amis chers, mais il se retrouvait soudainement investi d'un nouveau rôle, celui de figure paternelle pour les trois fils de Lowe. Dans les années qui suivirent, Anker honora la mémoire de son ami en épousant sa veuve, Jennifer, et en élevant leurs enfants comme s'ils étaient les siens. Pourtant, même si le temps passait et que les blessures commençaient à se refermer, le mystère entourant la disparition de Lowe et Bridge demeurait entier. 16 années s'écoulèrent, leur sort restant enveloppé d'incertitudes et de spéculations. C'est alors qu'en avril 2016, une découverte inattendue fut faite. L'alpiniste suisse Sueli Steck et le grimpeur allemand David Göttler, lors de leur propre expédition sur le Shishapangma, tombèrent par hasard sur les restes gelés de Lowe et Bridge, parfaitement préservés par les glaces à plus de 5800 mètres d'altitude. Cette découverte permit enfin de clore un chapitre qui hantait le monde de la montagne depuis longtemps, tout en soulevant de nouvelles interrogations sur les derniers instants de leur vie. Face à cette scène figée dans le paysage polaire, Steck et Göttler prirent la décision respectueuse de ne pas déplacer les corps, par égard pour leur mémoire. Ces dépouilles, emprisonnées dans le temps depuis plus d'une décennie, rappelaient cruellement les dangers cachés mais omniprésents qui règnent sur les plus hauts sommets du monde. Pour Anker et Jennifer, la nouvelle provoqua un mélange complexe d'émotions. Si cette découverte apportait enfin une forme de conclusion, elle rouvrait également de vieilles cicatrices et les forçait à se confronter à nouveau à la douloureuse réalité de leur perte. Malgré le chagrin, un sentiment de paix finit par s'installer, sachant que Lowe et Bridge avaient enfin été retrouvés et reposaient désormais dans le lieu qu'ils chérissaient par-dessus tout. Alors que le milieu de l'alpinisme digérait la nouvelle de cette découverte, des questions subsistaient sur les circonstances précises de leur mort. Que s'était-il réellement passé en cette journée d'octobre 1999? Leur destin aurait-il pu être différent, ou s'agissait-il simplement d'un accident inévitable lié à la fatalité de la montagne? Et s'ils avaient choisi un autre itinéraire ce matin-là? Et si l'avalanche s'était déclenchée quelques minutes plus tôt ou plus tard? De telles interrogations continueront de hanter l'esprit des grimpeurs, témoignant de la fragilité de l'existence et de l'importance de chérir chaque instant, particulièrement lorsque nos passions nous poussent à risquer notre propre vie. Le 13 novembre 2015, le lieutenant-colonel Henry Worsley se lança dans une expédition ambitieuse que peu avaient osé tenter. Cet explorateur britannique de 55 ans, vétéran chevronné des expéditions polaires, avait pour objectif de devenir le premier homme de l'histoire à traverser l'Antarctique en solitaire, sans aide et sans assistance. Son voyage s'inspirait de son héros de toujours, Sir Ernest Shackleton, dont la propre traversée de l'Antarctique était restée inachevée un siècle plus tôt. Déterminé à honorer son héritage, Henry entreprit une éprouvante traversée de 80 jours à travers le continent glacé, tirant derrière lui un traîneau de 150 kg contenant toutes ses provisions. Né le 4 octobre 1960, Henry avait passé 36 ans au sein de l'armée britannique avant de se consacrer pleinement à l'exploration polaire. Il avait dirigé plusieurs expéditions retraçant les itinéraires des explorateurs légendaires tels que Shackleton et Roald Amundsen. Sa passion pour l'Antarctique était profondément personnelle, liée à son admiration pour ces pionniers du début du XXe siècle qui avaient osé s'aventurer dans l'inconnu. Mais au-delà du défi physique, ce voyage était pour lui un hommage, une mission pour repousser les limites de la résilience humaine tout en collectant des fonds pour le Endeavour Fund, une organisation venant en aide aux militaires blessés. Le 13 novembre 2015, Henry arrive sur son point de départ, l'île Berkner. Dès les premiers jours, l'expédition se révéla plus difficile que prévu. Le terrain antarctique était implacable et les fréquentes tempêtes de neige réduisaient sa visibilité. Chaque pas demandait un effort colossal alors qu'il traînait son traîneau à travers ces étendues désertiques. Contrairement aux explorateurs ayant utilisé des cerfs-volants ou des chiens pour les aider, Henry ne comptait que sur sa propre force. Mais il continua d'avancer, jour après jour, semaine après semaine. Son corps s'affaiblissait sous des conditions extrêmes, la fatigue et l'usure devenant de plus en plus visibles. À la mi-janvier, après 69 jours de marche et un exploit de 1470 km parcourus, il était tout proche de son objectif. Il ne lui restait plus que 48 km avant d'atteindre la barrière de Ross. Mais au 70e jour, Henry ne put plus avancer. Épuisé et gravement déshydraté, il resta dans sa tente pendant 2 jours, espérant retrouver des forces. Lorsqu'il comprit que son corps avait atteint ses limites, il prit la décision déchirante d'appeler à l'aide.
Une équipe de secours intervint et l'évacua vers le camp de base de Union Glaciaire avant de le transférer à la Clínica Magalhães à Punta Arenas, au Chili. Initialement, les médecins pensèrent qu'il souffrait de déshydratation et de malnutrition, mais des examens révélèrent une affection bien plus grave. Une péritonite bactérienne, une infection du péritoine qui peut être fatale si elle n'est pas traitée rapidement. L'infection s'était déjà propagée, entraînant une défaillance progressive de ses organes. Malgré une intervention chirurgicale, le corps de Henry était trop éprouvé. Le 24 janvier 2016, seulement un jour après son évacuation, il succomba à une défaillance multiviscérale. L'homme qui avait repoussé les limites du possible pour accomplir son rêve s'éteignit à l'âge de 55 ans. Les hommages affluèrent du monde entier. Le prince William, qui avait soutenu son expédition, exprima sa profonde tristesse en le décrivant comme un homme d'un courage et d'une détermination extraordinaire. Avec son frère le prince Harry, il promit d'apporter son soutien à Joanna, la veuve de Henry, ainsi qu'à leurs enfants Max et Alicia. Ses pères louèrent l'exploit qu'il avait tenté d'accomplir. L'explorateur polaire Pen Hadow déclara que son défi était sans doute l'une des formes de voyage les plus extrêmes sur Terre. Bear Grylls, célèbre aventurier, le qualifia de l'un des hommes les plus forts et les plus courageux. L'armée britannique, où Henry avait passé la majeure partie de sa vie, pleura la perte d'un officier dévoué et d'un leader inspirant. Mais son héritage ne se résuma pas aux hommages. Grâce à son expédition, Henry avait récolté plus de 100 000 livres sterling pour le Endeavour Fund, une cause qui lui tenait particulièrement à cœur. En 2017, il fut à titre posthume décoré de la médaille polaire, une distinction honorant sa contribution à l'exploration antarctique. La même année, sa famille se rendit sur l'île de Géorgie du Sud, un lieu cher à Henry, pour y disperser ses cendres près de la tombe de Shackleton, l'homme qui avait inspiré son destin. Le 6 février 2000, dans les montagnes blanches du New Hampshire, Guy Waterman, un conservateur de la nature, écrivain et alpiniste de 67 ans, entreprit ce qui serait son ultime ascension sur le mont Lafayette. Connue pour sa beauté sauvage et ses conditions difficiles, cette montagne représentait un choix symbolique pour un homme qui avait consacré sa vie à défendre l'éthique de la nature. Ce jour-là, Guy prit la décision difficile de mettre fin à ses jours, entouré par le monde naturel qu'il aimait tant. Guy laissa des lettres à ses proches pour expliquer son choix. Il emprunta un sentier qu'il connaissait bien et s'exposa aux rigueurs de l'hiver près du sommet, faisant ses adieux à la nature qu'il avait passionnément protégée. Le 11 février, 5 jours plus tard, son corps fut retrouvé par des amis sous des conditions neigeuses et venteuses. Sa disparition suscita de nombreuses réflexions sur sa vie, ses contributions et les luttes qu'il avait traversées. Né le 1er mai 1932 à New Haven, dans le Connecticut, Guy était le plus jeune de 5 enfants. Son père, Alan, était un membre fondateur de la National Science Foundation, instaurant un environnement d'attentes élevées. Bien que Guy brillât sur le plan académique, la pression de répondre aux attentes de son père pesait souvent lourdement sur lui. Adolescent, Guy montra de nombreux talents. Il maîtrisait le piano jazz, mémorisait les œuvres de Milton et obtint un diplôme en économie avec mention à l'université George Washington en 1953. Durant cette période, il épousa son amour de jeunesse, Emily Morrison, avec qui il eut 3 fils, William, John et James. Guy connut initialement un grand succès en tant qu'économiste et rédacteur de discours, travaillant pour le comité des politiques de la minorité au Sénat américain, puis pour General Electric. Malgré ses réussites, il ressentait une insatisfaction personnelle et se tourna vers l'alcool, ce qui mit à rude épreuve son mariage avec Emily. En 1963, l'alpinisme marqua un tournant dans la vie de Guy, après avoir lu un article à ce sujet dans Sports Illustrated. Cette activité l'aida à arrêter de boire et lui donna un nouveau sens à sa vie. Il partagea cette passion avec ses fils, escaladant des montagnes et enseignant l'art de l'alpinisme. En 1970, son mariage avec Emily prit fin. Plus tard, il trouva l'amour auprès de Laura Johnson, une alpiniste et éditrice. Ils se marièrent en 1972 et adoptèrent un mode de vie simple dans le Vermont, construisant une cabane sans électricité ni plomberie. Ensemble, ils cultivèrent la terre, écrivirent et explorèrent la nature sauvage. Guy et Laura coécrivirent des ouvrages influents tels que Backwoods Ethics et Wilderness Ethics, promouvant des pratiques à faible impact qui inspirèrent plus tard le mouvement Leave No Trace, ne laisser aucune trace. Ils coécrivirent également Forest and Crag et Yankee Rock and Ice, qui retracent l'histoire de la randonnée et de l'escalade dans le nord-est des États-Unis. Guy devint un mentor pour les alpinistes, inspirant beaucoup par son engagement envers la préservation. Il accomplit des exploits impressionnants, notamment l'ascension en hiver de tous les sommets de 4000 pieds du New Hampshire, en solitaire et hors des sentiers battus, témoignant de ses compétences et de son amour pour les montagnes.
Malgré ses accomplissements, Guy fut marqué par des pertes personnelles déchirantes. Son fils aîné, William, perdit une jambe dans un accident de train en 1969 et disparut 4 ans plus tard, présumé mort. En 1981, John mourut lors d'une ascension du Denali en Alaska. Ces tragédies affectèrent profondément Guy, qui trouva refuge dans sa philosophie de l'autonomie et de la simplicité. Dans les mois précédant sa mort, Guy prépara l'avenir. Il s'assura que Laura disposerait d'un nouveau logement et prit des mesures pour garantir son bien-être. Bien que Laura fût au courant de ses intentions, elle respecta son choix malgré la douleur émotionnelle qu'il engendra. Le 6 février 2000, Guy entreprit une dernière ascension du mont Lafayette. Seul dans la montagne, il affronta les températures glaciales, une décision délibérée reflétant sa philosophie de vivre et de mourir en pleine conscience. Sa disparition fut un acte profondément personnel et réfléchi, marquant la fin d'une vie dédiée à la montagne et à ses principes. Après sa mort, l'héritage de Guy perdura à travers ses contributions à la préservation de la nature sauvage. Aux côtés de Laura, il façonna des lignes directrices éthiques pour les activités de plein air en mettant l'accent sur le respect de la nature. Son plaidoyer pour les pratiques Leave No Trace reste un élément essentiel des efforts de conservation aujourd'hui. Pour honorer sa mémoire, Laura et ses amis fondèrent The Waterman Fund, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection des environnements alpins dans le nord-est des États-Unis. Le fonds remet le Guy Waterman Alpine Steward Award aux personnes incarnant un engagement exemplaire envers la préservation de la nature sauvage qu'il chérissait tant. La vie de Guy, bien qu'émaillée de défis profonds, continue d'inspirer les conservateurs et les aventuriers à protéger le monde naturel. Le 8 octobre 2024, Harry Partington, un voyageur de 22 ans originaire de Perth, en Australie, randonnait sur le sentier difficile des 4 Mile Trail. Connu pour son ascension abrupte et ses vues incroyables, ce sentier est un favori des randonneurs expérimentés. Harry, passionné de plein air, partageait souvent ses aventures sur les réseaux sociaux, tenant ses amis et sa famille informés avec des photos des magnifiques endroits qu'il visitait. Ce jour-là, Harry prévoyait d'atteindre Glacier Point, un lieu célèbre pour ses vues panoramiques sur les monuments de Yosemite comme El Capitan et Half Dome. Malheureusement, son voyage se termina d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Le 4 Mile Trail est une randonnée éprouvante de 9,6 miles aller-retour avec une ascension de plus de 3000 pieds. Bien qu'il offre des paysages à couper le souffle, il est également risqué, surtout par mauvais temps. Ce jour-là, Yosemite connaissait des vents violents et des averses sporadiques, rendant les conditions encore plus dangereuses. Harry avait parcouru les 2/3 du chemin près d'Union Point, à une altitude d'environ 6300 pieds, lorsque la tragédie frappa. Vers 14h30, de fortes rafales de vent provoquèrent la chute d'un grand arbre directement sur le sentier. Harry, pris dans sa trajectoire, fut frappé. Le bruit de l'arbre qui tombait fut décrit par les randonneurs à proximité comme assourdissant. Une femme allemande randonnant séparément fut également touchée et subit de graves blessures, nécessitant un transport immédiat par hélicoptère vers un hôpital. Les autorités du parc furent rapidement informées et le personnel d'urgence, y compris des ambulanciers, des pompiers et des équipes de recherche et de sauvetage, intervint rapidement. Des hélicoptères furent déployés dans la zone pour aider. Malgré leurs efforts, Harry ne survécut pas à l'incident. L'accident affecta profondément la communauté des randonneurs. Le 4 Mile Trail, établi en 1872, est un itinéraire populaire mais exigeant pour beaucoup. Il est généralement fermé pendant les mois d'hiver en raison des conditions dangereuses. Bien que le sentier fût encore officiellement ouvert le 8 octobre, les vents forts et la pluie le rendaient périlleux. Suite à l'incident, les responsables du parc fermèrent le sentier et plus de 30 secouristes dégagèrent la zone tout en redirigeant les randonneurs vers des itinéraires plus sûrs. Les témoins se souvinrent du chaos de cette journée. Kelly Kennedy Bentley, qui attendait au départ du sentier sa famille, partagea son sentiment d'impuissance en voyant les équipes de secours se précipiter vers le haut. Ce fut une expérience terrifiante pour elle jusqu'à ce que son mari lui envoie un message pour la rassurer. La mort de Harry fut une perte dévastatrice pour ses proches. À Perth, son ami proche Victor Marquet lui rendit hommage sur les réseaux sociaux, évoquant comment l'amour de Harry pour les voyages l'avait mené plus loin que quiconque, mais que ses souvenirs resteraient à jamais avec eux. Il exprima son chagrin souhaitant que Harry repose en paix. Le parc national de Yosemite, bien que magnifique, est connu pour ses dangers. Entre 2007 et 2023, plus de 160 décès furent enregistrés dans le parc, les chutes étant la cause la plus fréquente. La combinaison d'un terrain accidenté, de sentiers escarpés et d'une météo imprévisible crée un environnement difficile même pour les randonneurs aguerris. Le 4 Mile Trail en particulier est classé comme éprouvant, nécessitant une navigation prudente, surtout par vent fort ou sous la pluie.
L'arbre qui tomba sur Harry était probablement un pin lodgepole, un pin ponderosa ou un sapin, des arbres communs à Yosemite. Bien que généralement robustes, ces arbres peuvent devenir vulnérables en raison de facteurs comme la météo ou l'âge, les rendant susceptibles de tomber pendant les tempêtes. L'esprit aventureux et l'amour de la nature de Harry laissèrent une empreinte sur ceux qui le connaissaient. Il n'était pas seulement un randonneur passionné, mais aussi un arbitre primé de football australien. Son dévouement et son enthousiasme étaient admirés par beaucoup. Ses amis se souvinrent de lui comme de quelqu'un qui inspirait les autres par son sens de l'aventure et son appréciation de la beauté du monde naturel. Bien que sa disparition soit un rappel déchirant de l'imprévisibilité de la nature, le souvenir de Harry perdure à travers les histoires et les photos qu'il partagea. Un ami réfléchit à l'injustice de la vie, avec Harry emporté trop tôt mais jamais oublié. Anne Houghton n'était pas étrangère au terrain accidenté des Great Smoky Mountains. À 73 ans, elle avait passé des décennies à explorer son vaste réseau de sentiers, parcourant chacun des 900 miles et consacrant plus de 4000 heures comme bénévole au centre pour visiteurs d'Oconaluftee du parc. Elle avait terminé le sentier des Appalaches en segments et visité tous les 63 parcs nationaux des États-Unis, y compris ceux situés dans des territoires éloignés comme les Samoa américaines. Et lorsqu'elle se lança seule dans une randonnée en janvier 2025, elle le fit avec sa confiance habituelle. Pourtant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Originaire de Floride, Anne avait construit sa vie autour de l'aventure et du service. Elle passa des années à enseigner aux enfants, en particulier à ceux ayant des besoins spéciaux, avant de s'installer en Caroline du Nord pour être près des Smokies. Elle entretenait les sentiers, éduquait les visiteurs et défendait les principes du « Leave no trace » avec une dévotion inébranlable. Bien qu'elle randonnât souvent seule, elle faisait preuve de prudence, informant toujours un ami local de ses plans. Elle avait passé des années à naviguer dans l'imprévisible nature sauvage des montagnes. Le 28 janvier, Anne arriva au Smokemount Campground, garant son véhicule près du point de départ du sentier. Son projet était de faire une randonnée de 2 jours, un trek, avec une nuitée qu'elle avait accomplie de nombreuses fois auparavant. Elle prévoyait de suivre un itinéraire familier passant par Bradley Fork, Chastin Creek et Hughes Ridge avant de continuer sur le sentier Denlow Creek. Le parcours était isolé, serpentant à travers une forêt dense, des pentes abruptes et des crêtes étroites. Elle possédait la connaissance et l'expérience de quelqu'un ayant surmonté des défis bien plus grands. Mais quelque chose a mal tourné. Lorsque Anne ne revint pas le 29 janvier, l'inquiétude grandit. Elle n'avait jamais été imprudente, jamais du genre à dévier de ses plans sans en informer quelqu'un. Le 1er février, elle fut officiellement signalée disparue. Des équipes de recherche se mobilisèrent, ratissant la région de Smokemount, les gardes du parc, les pompiers locaux, les unités spécialisées en recherche et sauvetage et même des bénévoles familiers du terrain fouillèrent la nature sauvage. Chaque heure passée sans signe d'elle accentuait les inquiétudes. Le 2 février, les recherches prirent fin. Le corps d'Anne fut retrouvé à environ un quart de mile du sentier Denlow Creek, dans une section reculée du parc. Son téléphone s'était déconnecté peu après son départ du camping, empêchant toute possibilité de suivre ses mouvements. La cause officielle de la mort fut l'hypothermie. Elle avait été prise par le froid. La découverte apporta de la peine à ceux qui l'avaient connue, tant dans sa vie personnelle que dans la vaste communauté de randonneurs et du personnel du parc qu'elle avait touché au fil des ans. Sa famille trouva un certain réconfort en sachant qu'elle était décédée en faisant ce qu'elle aimait. Elle avait vécu une vie d'exploration et de service. L'impact d'Anne avait été ressenti par d'innombrables personnes, des enfants qu'elle avait enseignés, aux visiteurs qu'elle avait guidés dans les Smokies. La perte fut profondément ressentie au sein du parc national des Great Smoky Mountains. Anne faisait partie intégrante de son essence même. Elle avait été nominée pour un prix du service des parcs nationaux en reconnaissance de son dévouement. Les hommages affluèrent de ceux qui avaient croisé son chemin sur les sentiers, d'autres randonneurs qui avaient été inspirés par sa détermination et son esprit. Un service commémoratif en l'honneur d'Anne eut lieu début mars 2025. Anne avait passé ses années à repousser ses limites, se fixant des défis et les réalisant avec une persévérance tranquille. En fin de compte, sa mort servit de rappel sobre qu'aucune quantité d'expérience ne peut complètement protéger contre l'imprévisibilité de la nature sauvage. Même l'aventurière la plus chevronnée peut être prise au dépourvu. Alors qu'il marchait entre l'observatoire isolé et la base principale de la station Amundsen Scott au pôle Sud, Rodney Marks commença à se sentir mal. À 32 ans, Marks n'était pas seulement un astrophysicien brillant, il était aussi plein de vie et en excellente forme physique. Après tout, un examen médical rigoureux est exigé pour quiconque souhaite travailler au pôle Sud. On peut donc affirmer que ce malaise était inhabituel. Marks luttait pour respirer tandis que sa vue faiblissait.
Pensant que le sommeil l'aiderait, il se coucha tôt. Mais ce repos ne fut pas le répit espéré. Il se réveilla le matin du 12 mai 2000, vers 5h30, en vomissant du sang. Son estomac le brûlait atrocement. Marks quitta sa chambre et se précipita vers le centre médical de la base. Mais le médecin de la station, le docteur Robert Thompson, ne parvint pas à identifier la cause de ses souffrances. La station Amundsen-Scott étant l'avant-poste humain le plus isolé au monde, un endroit où la connexion Internet et le signal téléphonique sont souvent coupés, il était impossible de contacter l'extérieur pour obtenir de l'aide ou un second avis. Rodney Marks retourna au centre médical à 3 reprises ce jour-là, et son état s'aggravait visiblement à chaque visite. La sensation de brûlure dans son estomac irradiait désormais dans tout son corps. Ses yeux étaient devenus si sensibles qu'il devait porter des lunettes de soleil, bien que le soleil ne se soit pas levé sur la base depuis plusieurs semaines. Il vomit du sang à plusieurs reprises. Thompson peinait à établir un diagnostic. Était-ce un sevrage alcoolique? Après tout, Marks fréquentait souvent le bar de la base. Était-ce simplement un cas grave de pathologie liée à l'anxiété, causée par l'isolement et la rudesse de l'Antarctique? La 3e fois que Rodney Marks revint au centre médical, il était agressif et si angoissé qu'il hyperventilait, rendant toute consultation impossible. Finalement, Thompson lui injecta un puissant antipsychotique pour le calmer. Puis son cœur s'arrêta. L'équipe de traumatologie de la station, composée de volontaires, s'empressa de tenter une réanimation. Mais après 45 minutes d'effort, il devint évident que tout était vain. Rodney Marks était mort, emporté par son mal mystérieux. C'était le 12 mai 2000. Cela signifiait qu'il faisait froid et nuit, et qu'aucun avion ne pouvait décoller pour récupérer le corps. Ainsi, les 49 personnes vivant sur la base, y compris la compagne de Marks, durent continuer leur quotidien en sachant que l'un des leurs était mort. Le corps fut conservé dans un local de stockage de la station pendant 6 mois avant la reprise des vols. Il fut ensuite transporté à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où une découverte surprenante fut faite. Le sang de Rodney Marks contenait des traces mortelles de méthanol, un produit chimique hautement toxique que Marks utilisait pour nettoyer ses télescopes. Mais les quantités trouvées étaient énormes. Le pathologiste à l'origine de la découverte estima qu'il était pratiquement certain que le méthanol avait été ingéré. Contrairement à ce que ses collègues avaient supposé, la mort de Marks n'avait rien de naturel. Que s'est-il passé alors? Personne ne le sait, bien que les théories abondent. Le suicide, disent certains, bien que le médecin légiste Richard McL Rea l'ait exclu. Une autre théorie suggère qu'il aurait pu s'empoisonner par inadvertance en tentant de distiller son propre alcool. Ou du moins c'est ce que le coroner McL Rea semblait insinuer. Mais qu'en est-il d'un acte criminel? Pendant des années, la police néo-zélandaise a tenté de découvrir la vérité. Mais les autorités américaines, qui gèrent la base, ont ignoré leur demande d'obtenir la liste complète du personnel présent au moment du décès. Finalement, une fois cette liste obtenue via Internet, la police a envoyé des questionnaires aux 49 collègues de Marks. Mais seuls 13 d'entre eux ont répondu. Selon la police néo-zélandaise, une enquête complète a été menée par des organismes américains, mais ceux-ci ont refusé d'en divulguer les conclusions. Le suicide étant écarté et les théories sur l'implication d'un tiers étant délaissées, la mort de Rodney Marks reste enveloppée de mystère. Mais il y a une chose que les autorités savent avec certitude. La base disposait d'une machine d'analyse sanguine qui aurait pu aider à diagnostiquer Marks et peut-être à le sauver, si seulement elle avait été correctement calibrée. Le 1er août 2008, sur les pentes extrêmement périlleuses du K2, un groupe de grimpeurs s'est lancé dans une expédition audacieuse. Chacun étant porté par une passion dévorante pour l'alpinisme et le désir ardent de conquérir l'un des sommets les plus terrifiants de la planète. Parmi eux se trouvaient Lars Nessa, Rolf Bay et Cecilie Skog. Des aventuriers norvégiens largement reconnus pour leur expérience et leur habileté dans les environnements les plus extrêmes. Lars Nessa, grimpeur chevronné ayant déjà de nombreuses expéditions à son actif, avait toujours été irrésistiblement attiré par les défis que représente l'alpinisme de haute altitude. Son amour profond pour la montagne n'avait d'égal que sa détermination sans faille à repousser les limites de l'endurance humaine, un trait de caractère qui lui avait valu le respect de tous ses pairs au sein de la communauté des grimpeurs. Rolf Bay, ami proche et partenaire de cordée de Lars, partageait cette même passion pour l'aventure et l'exploration. Ensemble, ils avaient affronté certains des sommets les plus exigeants au monde, forgeant ainsi un lien qui dépassait de loin la simple amitié. La détermination de Rolf et son enthousiasme sans bornes étaient une source d'inspiration constante pour tous ceux qui croisaient son chemin. Cecilie Skog, exploratrice et alpiniste de renom, complétait ce trio avec son esprit intrépide et sa volonté inébranlable. Sa liste d'exploits comprenait notamment des expéditions aux pôles Nord et Sud,
ce qui lui avait valu la réputation d'être l'une des plus grandes aventurières contemporaines. Alors qu'ils entamaient leur ascension du K2, Lars, Rolf et Cécilie furent rejoints par les membres de l'équipe Nori, dont Wilco van Rooijen, Cavan de Jevel, Ger McDonnell et le Sherpa Pambagialj. Ensemble, ils formaient un groupe soudé, uni par l'objectif commun d'atteindre le sommet. L'ascension débuta sans encombre, les grimpeurs progressant de manière régulière malgré un terrain particulièrement difficile et des conditions météorologiques imprévisibles. Mais alors qu'ils approchaient du but ultime, la catastrophe frappa de plein fouet. Le 1er août, la tragédie survint lorsque le grimpeur serbe Dren Mandić perdit soudainement l'équilibre et fit une chute mortelle, provoquant une onde de choc immense au sein de toute l'équipe. Jehan Beg, un grimpeur pakistanais qui tentait courageusement de secourir Mandić, connut tragiquement le même sort funeste. La perte de leurs compagnons jeta une ombre pesante sur l'expédition, mais Lars, Rolf et Cécilie restèrent déterminés à poursuivre leur périple. Les yeux rivés sur le sommet, ils continuèrent d'avancer, luttant contre la fatigue extrême et les nombreux défis qui se dressaient sur leur route. Cependant, plus ils prenaient de l'altitude, plus les obstacles devenaient redoutables. Des vents violents et des températures glaciales s'abattirent sur les grimpeurs, mettant leur endurance et leur résolution à rude épreuve. Malgré tous leurs efforts, leur progression ralentit considérablement et le sommet semblait désormais plus inaccessible que jamais. À la tombée de la nuit sur les pentes du K2, les alpinistes se serrèrent les uns contre les autres pour tenter de se réchauffer, leurs esprits étant portés par l'espoir d'atteindre enfin le sommet. Mais alors que l'obscurité s'épaississait, il devint évident que leur combat était loin d'être terminé. Les avalanches et les chutes de glace menaçaient de les engloutir à chaque instant, forçant les grimpeurs à naviguer sur un terrain dangereux avec une prudence et une précision extrême. Épuisés et malmenés par les éléments, ils s'accrochaient à l'espoir que l'aube leur apporterait un répit face au froid implacable et aux ténèbres. Pourtant, dès que les premières lueurs du jour apparurent à l'horizon, il devint manifeste que leur situation était bien plus désespérée qu'ils ne l'avaient imaginé. L'équipe coréenne, dirigée par M. Kim, se retrouva bloquée sur une corniche précaire, leurs chances de survie s'amenuisant minute après minute. Malgré leurs tentatives désespérées pour redescendre, ils se retrouvèrent pris au piège par des chutes de glace et un terrain devenu infranchissable, leurs espoirs de secours s'évanouissant au fil des heures. À mesure que la journée avançait, les grimpeurs durent faire face à une réalité brutale. Leurs chances de s'en sortir vivants s'effondraient à chaque instant qui passait. Finalement, la montagne finit par emporter Lars Nessa, Rolf Bay et Cécilie Skog, ainsi que les membres de l'équipe coréenne et leurs Sherpas. Leurs rêves d'atteindre le sommet furent brisés net par des forces dépassant tout contrôle humain, laissant derrière eux un sillage de dévastation et de douleur. Tandis que la communauté de l'alpinisme pleurait la disparition de ceux qui avaient péri sur les pentes glacées du K2, de nombreuses questions subsistaient sur ce qui s'était réellement passé et sur la manière dont une telle tragédie aurait pu être évitée. Certains suggérèrent qu'une combinaison de facteurs, incluant la météo capricieuse de la montagne et l'épuisement total des grimpeurs, avait contribué au désastre. Mais au-delà des spéculations et des incertitudes, une chose restait certaine. Les grimpeurs qui avaient perdu la vie sur le K2 avaient affronté l'ultime épreuve de l'endurance et du courage humain. En avril 1994, Sheikh Exley, âgé de 45 ans, était considéré comme l'un des plongeurs spéléologues les plus accomplis au monde. Professeur de mathématiques de profession, il avait consacré sa vie à l'exploration des grottes sous-marines. Mais même son immense expérience ne put le sauver lors de sa dernière plongée, une tentative d'atteindre le fond de Zacaton, un cénote d'eau douce du nord-est du Mexique, réputé être le plus profond de son genre au monde. Ce qui s'est réellement passé dans ces profondeurs reste l'un des grands mystères de la plongée en eau profonde. À 23 ans, Sheikh comptait déjà plus de 1000 plongées en grotte à son actif, un chiffre qui dépasserait les 4000 au cours de sa carrière. Ses ouvrages devinrent des références incontournables pour les plongeurs du monde entier, jetant les bases des protocoles modernes de sécurité en plongée souterraine. Membre du prestigieux Explorers Club, il collaborait avec National Geographic et le National Geodetic Survey sur divers projets d'exploration. Son engagement allait au-delà de l'exploration. Il participa au repêchage de plus de 40 corps dans des cavités sous-marines, ce qui lui valut le titre honorifique de shérif de l'Association des shérifs de Floride. Le 6 avril 1994, jour de sa dernière plongée, Exley était accompagné de Jim Bowden. Leur plan était simple mais extrême. Chacun descendrait en autonomie le long de lignes de guidage lestées en utilisant des techniques similaires. Le cénote, atteignant plus de 330 mètres de profondeur, restait largement inexploré.
Si Exley réussissait, il établirait un nouveau record du monde de plongée en profondeur. Au départ, tout se passa comme prévu. Bowden, qui descendait légèrement en avance sur Exley, surveillait attentivement sa consommation de gaz. Vers 266 mètres de profondeur, il réalisa que sa consommation était plus élevée que prévu. Conscient du danger, il prit la difficile décision d'abandonner la descente à 274 mètres et entama sa longue remontée pour la décompression. Exley, lui, poursuivit sa descente. 18 minutes après le début de la plongée, l'équipe de soutien en surface remarqua quelque chose d'inquiétant. Le flux régulier de bulles en provenance de la ligne d'Exley s'était interrompu. Pendant ces 9 heures de décompression, Bowden observa que les bouteilles de décompression d'Exley restaient intactes, toujours attachées à la ligne. Il comprit alors ce que cela signifiait. Exley n'avait pas survécu. Le lendemain, les membres de l'équipe retournèrent sur place pour récupérer le matériel. La ligne de guidage d'Exley, alourdie par ses bouteilles de plongée en acier, restait tendue sous l'eau. Une opération de récupération fut mise en place et 2 jours plus tard, en remontant la ligne, le corps d'Exley refit surface. Ce qu'ils découvrirent souleva plus de questions qu'il n'apporta de réponse. Son corps était enchevêtré dans la ligne de guidage, celle-ci étant enroulée plusieurs fois autour de ses bras et des robinets de ses bouteilles latérales. Son masque était toujours en place et tout son équipement était intact. La ligne n'avait pas obstrué ses bouteilles dorsales ni sa plaque de fixation. Son ordinateur de plongée, fixé à son poignet, indiquait une profondeur maximale atteinte de 276 mètres, bien en deçà de son objectif de 305 mètres. La cause exacte de la mort d'Exley ne fut jamais déterminée avec certitude. Certains experts évoquèrent le syndrome nerveux des hautes pressions, une affection qui peut provoquer des tremblements, des troubles cognitifs et des pertes de conscience à des profondeurs extrêmes. Les effets narcotiques de l'azote à cette profondeur auraient pu aggraver son état, altérant son jugement et ses capacités motrices. D'autres avancèrent l'idée qu'Exley s'était intentionnellement enroulé dans la ligne, ayant compris qu'il ne survivrait pas et voulant éviter que son corps ne soit irrécupérable. L'hypothèse la plus probable est qu'il ait manqué de gaz de fond, perdu le contrôle de sa flottabilité et ait été incapable de remonter. Il était perçu comme quasi invincible, un explorateur ayant survécu à d'innombrables situations extrêmes et ayant posé les bases des techniques de plongée sécurisée. Une cérémonie commémorative fut organisée à l'Ortega United Methodist Church, à Jacksonville, sa ville natale. Des hommages affluèrent de la part de plongeurs, d'élèves et d'explorateurs qui avaient été inspirés par son travail et ses exploits. Pour beaucoup, il était le pionnier de la plongée souterraine et un homme dont l'expertise avait façonné la discipline. Pour ceux qui avaient suivi sa carrière, il y avait une certaine ironie tragique dans la façon dont il perdit la vie. Il avait toujours repoussé les limites de l'exploration sous-marine et il mourut en faisant ce qu'il aimait le plus. Son héritage perdure à travers les protocoles de sécurité qu'il a contribué à établir, les plongeurs qu'il a inspirés et les profondeurs inexplorées qu'il a osé braver. Le 29 septembre 2012, une fraîche journée d'automne dans le parc national des Rocheuses au Colorado. Le docteur Toni Henthorn, une ophtalmologue de 50 ans originaire de Denver, faisait une randonnée avec son mari, Harold Henthorn, pour célébrer leur 12e anniversaire de mariage. Mais à la fin de la journée, la vie de Toni fut tragiquement écourtée, et ce qui semblait être une chute accidentelle révéla bientôt des motifs cachés et des détails troublants. Toni, née le 10 janvier 1962 à Jackson, dans le Mississippi, avait grandi dans une famille chrétienne aimante. Elle était très accomplie. Diplômée avec mention de l'Université médicale du Mississippi en 1988, elle était une ophtalmologue renommée, spécialisée dans des chirurgies avancées comme le LASIK et la cataracte. Au-delà de sa carrière, Toni était une épouse dévouée, une mère attentionnée pour sa fille de 7 ans, Haley, et une membre active de sa communauté religieuse. Toni avait rencontré Harold Henthorn à la fin des années 1990 sur un site de rencontres chrétiens. Harold, originaire du Colorado, était charmant et aventureux. Ils se marièrent le 30 septembre 2000 et s'installèrent à Denver. Harold semblait être le mari idéal, organisant des sorties romantiques et des activités en famille. Cependant, avec le temps, les membres de la famille de Toni commencèrent à s'inquiéter de son comportement. La randonnée sur Deer Mountain le 29 septembre 2012 devait être une escapade surprise pour leur anniversaire. Harold affirmait avoir minutieusement planifié cette sortie pour offrir un moment spécial à Toni. Pourtant, les enquêteurs apprirent au plus tard qu'il avait exploré le sentier au moins 9 fois avant ce jour. Pendant la randonnée, le couple s'arrêta près d'une falaise abrupte pour admirer la vue. Selon Harold, Toni se serait approché du bord pour prendre une photo avant de glisser et de tomber d'environ 40 mètres sur les rochers en contrebas.
Le comportement de Harold lors de son appel d'urgence suscita rapidement des interrogations. Tout en parlant avec les opérateurs, il semblait anormalement calme et proposa même de payer pour un sauvetage en hélicoptère. Cependant, le terrain accidenté rendait cette option impossible et il dut attendre l'arrivée des secours. Son ton et ses actions semblaient en décalage avec quelqu'un vivant une telle tragédie et les secouristes se demandèrent s'il avait correctement suivi les instructions de réanimation cardio-pulmonaire, RCP. Au départ, la mort de Tony fut considérée comme un accident, mais sa famille avait des doutes. Ils avaient toujours été méfiants envers Harold, le trouvant autoritaire et secret, notamment concernant les finances. Les enquêteurs découvrirent plus tard une carte du parc dans les affaires de Harold, avec le sentier marqué et un X près de l'endroit où Tony était tombé. Ces visites répétées dans cette zone renforçaient l'idée d'un plan prémédité. Harold devait également toucher 4,7 millions de dollars provenant des polices d'assurance vie de Tony, dont il était l'unique bénéficiaire. Bien qu'il n'ait aucun emploi visible, Harold menait un style de vie confortable, s'appuyant largement sur les revenus de Tony. Ces détails financiers alimentèrent davantage les soupçons. L'enquête révéla aussi des similitudes troublantes avec la mort de la première épouse de Harold, Sandra Lynn Hunthorne, en 1995. Harold avait affirmé que Lynn était morte en l'aidant à changer un pneu crevé sur une route isolée lorsque leur voiture était tombée du creek et l'avait écrasée. Comme pour Tony, Lynn avait une police d'assurance vie dont Harold était le seul bénéficiaire. Les deux décès s'étaient produits dans des circonstances où Harold était le seul témoin. En 2015, Harold fut jugé pour la mort de Tony. Les procureurs présentèrent des preuves de ses déclarations incohérentes, de son comportement suspect et de ses motivations financières. Des photos prises pendant la randonnée montraient Tony tenant des jumelles qui ne furent de jamais retrouvées, soulevant des questions sur une possible dissimulation de preuves. Des témoins décrivirent Harold comme manipulateur et des amis se rappelèrent que Tony avait exprimé son malaise face à sa nature contrôlante. Après 10 heures de délibération, le jury déclara Harold coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict apporta un semblant de justice à la famille de Tony, qui avait lutté sans relâche pour faire éclater la vérité, mais leur douleur face à sa perte demeure. Après la condamnation de Harold, les autorités rouvrirent l'enquête sur la mort de Lynn, pensant avoir suffisamment de preuves pour engager des poursuites supplémentaires. Les actes de Harold semblaient en suivre un schéma glaçant, organiser des incidents mortels déguisés en accidents. La fille de Tony, Haley, vit désormais avec son oncle, le docteur Barry Berthollet, et sa femme. Bien qu'elle semble s'adapter, la perte de sa mère et la vérité sur les actions de son père lui laisseront probablement des défis émotionnels durables. Le 13 juillet 2024, Grace Roloff, une étudiante de 20 ans, se tenait au sommet du Half Dome avec son père, Jonathan. Pour Grace, c'était un rêve devenu réalité. La formation granitique emblématique, culminant à près de 5000 pieds au-dessus de la vallée de Yosemite, avait longtemps été un objectif. Le duo père-fille, qui avait parcouru des kilomètres ensemble, partageait ce moment inoubliable. Alors qu'ils admiraient la vue à couper le souffle, le visage de Grace rayonnait de bonheur alors qu'elle exprimait son amour pour son père. Des moments comme ceux-ci donnaient un sens profond à leurs aventures en plein air. Cependant, la célébration se transforma bientôt en tragédie. Ils commencèrent leur descente le long des câbles du Half Dome, une section difficile où les randonneurs s'accrochent à des câbles métalliques pour naviguer sur une pente raide et glissante. La journée avait commencé avec un ciel dégagé, mais soudain un coup de tonnerre retentit, brisant le calme. Jonathan reconnut le danger et dit à Grace qu'il devait descendre immédiatement. Ils se dépêchèrent, mais furent bientôt coincés derrière des randonneurs plus lents. Jonathan, toujours prévenant, décida de ne pas les dépasser. Alors que la pluie commençait à tomber, le granit devint dangereusement glissant. Grace, qui portait de nouvelles chaussures de randonnée, remarqua le problème et s'inquiéta alors qu'elle luttait pour maintenir son équilibre. Jonathan l'encouragea à rester concentré et à avancer prudemment. Cependant, la tempête s'intensifia, trempant les câbles et transformant la surface en un véritable piège. Aux 3/4 de la descente, l'impensable se produisit. Les chaussures de Grace perdirent leur adhérence et elle glissa. Jonathan se souvint plus tard que Grace avait simplement glissé à côté de lui, dévalant la montagne. Cela s'était produit si vite qu'il n'avait pas pu l'arrêter. Grace chuta d'environ 200 pieds, atterrissant en dehors de la zone des câbles. Jonathan se précipita en bas des câbles, appelant désespérément, mais il n'y eut aucune réponse. Il lui répéta qu'il était là, qu'il ne la quitterait pas, et lui exprima son amour, mais ne reçut aucune réponse. Jonathan appela le 911 et pria pour un miracle. D'autres randonneurs se joignirent à lui dans la prière, témoins de son chagrin. Une randonneuse, Erin McGlynn, décrivit cela comme l'un des moments les plus émouvants et courageux qu'elle ait jamais vus.
Après 3 longues heures, les secouristes atteignirent Grace. Malheureusement, ils confirmèrent qu'elle n'avait pas survécu. Un médecin légiste détermina plus tard qu'elle était probablement décédée instantanément d'une grave blessure à la tête. Bien que dévastée, Jonathan trouva un certain réconfort en sachant qu'elle n'avait pas souffert. Grace était bien plus qu'une randonneuse passionnée. C'était une jeune femme gentille et intrépide qui apportait de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Étudiante à l'Université d'État de l'Arizona, elle se préparait à devenir enseignante tout en travaillant 2 jobs pour subvenir à ses besoins. Son père la décrivit comme quelqu'un qui faisait se sentir valorisé, même le membre le plus discret de son équipe de basket. Sa mère, Lastraya, se souvint d'elle comme d'une pure joie, tandis que sa cousine, Emily Samora, partagea comment elle avait illuminé de nombreuses vies et qu'elles avaient prévu un voyage de camping ensemble. La chute tragique de Grace est l'une des nombreuses survenues sur les câbles du Half Dome. Depuis 1948, au moins 15 personnes y ont perdu la vie, dont 6 depuis 2006 en raison de la pluie, rendant la surface dangereusement glissante. Yosemite exige désormais des permis pour limiter le nombre de randonneurs, mais les risques persistent. De nombreux randonneurs, impatients de terminer l'ascension, sous-estiment les dangers. Jonathan décrit désormais cette ascension comme inutilement risquée et prévoit de travailler avec les responsables du parc pour améliorer la sécurité. Il suggéra d'ajouter un 2e ensemble de câbles plus près du sol et des planches en bois pour un meilleur appui. Bien qu'il reconnaisse que ces changements ne ramèneraient pas Grace, il est convaincu que rendre l'ascension plus sûre aurait été quelque chose qu'elle aurait souhaité. L'histoire de Grace soulève des questions sur les circonstances de ce jour. Aurait-il pu éviter la tempête? Et si Grace n'avait pas porté de nouvelles chaussures, une meilleure adhérence aurait-elle pu la sauver? Et si des mesures de sécurité supplémentaires avaient déjà été en place? Ces questions n'auront peut-être jamais de réponse claire, mais elles soulignent l'importance d'améliorer la sécurité dans des zones à haut risque comme le Half Dome. La visite touristique en hélicoptère au-dessus des Great Smoky Mountains devait être une expérience palpitante et inoubliable, offrant des vues à couper le souffle du paysage vu d'en haut. Les passagers, avides d'aventure, n'avaient aucune raison de penser que quelque chose pourrait mal tourner. Le temps était clair, l'appareil avait passé ses inspections et le pilote était expérimenté. Pourtant, quelques minutes après le début du vol, ce qui devait être un court voyage panoramique s'est transformé en une catastrophe dévastatrice. Il y avait 5 personnes à bord du Bell le 4 avril 2016. Le pilote, Jason Dahl, âgé de 38 ans et originaire de Sevierville, Tennessee. Parmi ses passagers se trouvait Jonah Morvant, âgé de 49 ans, de Kodak, Tennessee, et ses 2 enfants, Peyton et Parker Rasmussen, âgés respectivement de 22 et 18 ans. Peyton était étudiante en technique médicale, pleine de vie et profondément aimée par ses amis et sa famille, tandis que Parker, un jeune homme calme et réfléchi, terminait son éducation à domicile. Les accompagnants se trouvaient Michael Glenn Mastalez, âgé de 21 ans, originaire de Prosper, Texas, le petit ami de Peyton. Les frères et sœurs avaient voyagé depuis la Caroline du Nord, où ils vivaient avec leur père, pour rendre visite à leur mère. Ce devait être un voyage familial spécial. Au lieu de cela, ce fut un cauchemar. Cet après-midi-là, l'hélicoptère a décollé de la base des Smoky Mountain Helicopters pour ce qui aurait dû être un vol de routine de 12 minutes. Il avait déjà effectué 15 trajets ce jour-là et c'était sa 2e visite sous le contrôle de Jason Dahl. Tout semblait normal lorsque l'appareil s'est élevé dans les airs, survolant le comté de Sevier, passant au-dessus des forêts et des collines ondulantes. Les passagers, inconscients de tout danger imminent, admiraient la beauté du paysage en dessous. Cependant, alors que l'hélicoptère approchait d'une crête de 1100 pieds à quelques kilomètres du parc d'attractions d'Hollywood, quelque chose a terriblement mal tourné. Les témoins au sol ont ensuite signalé avoir entendu un bruit inhabituel, un sifflement aigu qui s'est soudainement interrompu, laissant place à un silence inquiétant. Pendant ces instants, Dahl n'avait que peu de temps pour réagir. L'hélicoptère, incapable de maintenir son altitude, a heurté les cimes des arbres près de la crête avant de descendre en pente. L'impact fut catastrophique. L'appareil s'est retourné sur le côté et a explosé en touchant le sol, envoyant un épais panache de fumée dans l'air. Un gigantesque incendie a rapidement englouti les débris, consumant presque tout sur son passage. Les résidents voisins ont entendu l'explosion et sont sortis précipitamment, seulement pour assister à une seconde déflagration à mesure que les flammes s'intensifiaient. Lorsque les secours sont arrivés, la dévastation était totale. Les corps des 5 occupants ont été retrouvés dans les débris incendiés, leur vie coupée en un instant. La scène était bouleversante, avec seulement des restes carbonisés de l'hélicoptère éparpillés sur la colline. Le feu avait détruit une grande partie des preuves. Le National Transportation Safety Board a lancé une enquête approfondie sur l'accident, analysant les dossiers de maintenance, les trajectoires de vol et les déclarations des témoins.
Les premiers résultats ont suggéré que le moteur avait perdu de la puissance à cause d'une panne mécanique. Un examen plus approfondi a révélé une usure importante des cannelures de l'arbre d'entraînement de la pompe à carburant, ce qui avait empêché le carburant d'atteindre le moteur. Un manque de lubrification avait accéléré les dégâts, provoquant une perte de puissance totale en plein vol. L'hélicoptère, en service depuis 1977, avait subi des inspections régulières, mais ce problème critique n'avait pas été détecté. Scott Rasmussen, le père de Peyton et Parker, avait du mal à comprendre comment une excursion touristique avait pu finir en tragédie. Ses enfants étaient simplement partis rendre visite à leur mère. La mère de Michael, Delavey Carlson, était tout aussi dévastée, incapable d'accepter que son fils ait été arraché à elle si soudainement. De multiples poursuites ont été intentées contre Smoky Mountain Helicopter et d'autres parties impliquées, alléguant une négligence dans les décisions de maintenance et d'exploitation. Les batailles juridiques, cependant, ne pouvaient pas apaiser la douleur des familles. Elles cherchaient des réponses, mais aucune poursuite ne pouvait annuler la réalité tragique de ce qui s'était produit. Après la tragédie, la plupart des hélicoptères touristiques de la région ont été équipés de systèmes de carburant salvateurs. La tragédie a laissé une empreinte durable sur la communauté locale, changeant à jamais la vie de ceux qui restent. Pour les familles de Jonah, Peyton, Parker, Michael et Jason, la perte était incommensurable. Une aventure qui aurait dû apporter de la joie s'était plutôt terminée dans un cauchemar indicible. L'avion Twin Otter survolait l'immensité glacée de l'Antarctique. À l'intérieur de l'appareil, les 6 trompe-la-mort révisaient leur plan une dernière fois. C'était le moment. La toute première tentative de parachutisme civil au-dessus du pôle Sud. Ils étaient sur le point d'entrer dans l'histoire. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Tout commença lorsqu'Adventure Network International, ANI, une société privée organisant des expéditions vers l'intérieur du continent de glace, annonça cette nouvelle aventure. Une équipe de 6 parachutistes chevronnés et audacieux se constitua rapidement. Steve Mulholland, 36 ans, devait être le chef de saut. Ray Miller, 43 ans, coordonnait le voyage. 4 autres, 2 Norvégiens, un Autrichien et un Américain, déboursèrent 22 000 $ chacun pour cette opportunité. Tous étaient ambitieux et expérimentés. Une fois la date fixée, ils étaient prêts au départ. Les 6 hommes se réunirent à Patriot Hills, leur camp de base, pour régler les détails de la mission. Ensuite, ils montèrent à bord de leur Twin Otter affrété pour un vol de 6 heures. Ils atterrirent au petit matin du 7 décembre 1997, vers 7 heures, près de la station Amundsen-Scott, nommée en l'honneur des premiers explorateurs ayant atteint le pôle Sud. L'excitation du groupe était presque palpable. Chaque minute les rapprochait de leur objectif. Mais d'abord, la logistique. Ils prirent plusieurs photos, pouces levés. Ils installèrent une grande bâche orange carrée au sol, leur cible d'atterrissage. 2 membres du personnel d'ANI, un médecin et un guide de terrain, les accompagnaient. Plusieurs autres personnes se rassemblèrent pour assister à cette entreprise stupéfiante. Puis, le groupe de 6 remonta à bord de l'avion. C'était une journée ensoleillée au ciel dégagé. La température au pôle était de -32°C, un niveau gérable, avec quasiment aucun vent. L'avion grimpa à 2400 mètres, 8000 pieds, au-dessus du sol, ce qui correspond en réalité à environ 5300 mètres, 17 500 pieds, au-dessus du niveau de la mer. Il y avait une bouteille d'oxygène à bord, mais seuls 3 des 6 hommes choisirent de l'utiliser. Mulholland, Miller et Rezac, l'Autrichien, déclinèrent. Miller, le coordinateur, et Mulholland, le chef de saut, révisèrent le plan. Miller, Mulholland, Rezac et Michael Kiernan, l'autre Américain, devaient se rejoindre pour former une figure à 4, puis s'écarter les uns des autres avant d'ouvrir leur parachute. Les 2 Norvégiens effectueraient ensuite un saut en tandem. Là-haut, la température frôlait les -50°C, la surface blanche et neigeuse du continent, en bas, était aveuglante. Miller et Mulholland furent les premiers à sauter. Kiernan suivit, puis Rezac. Il devint rapidement évident que les choses ne se passaient pas comme prévu. Étourdi par le saut, le froid et l'absence de repères visuels sur la surface neigeuse uniforme, Kiernan tenta à plusieurs reprises de rejoindre les autres avant de réaliser qu'il n'était tout simplement pas là. L'homme décida de tirer la poignée de son parachute de secours. Alors qu'il s'apprêtait à le faire, sa voile fut déployée automatiquement par son TAAD, un système de sécurité chargé de déclencher le parachute de réserve si le sauteur en est incapable. Kiernan regarda alors vers le bas et réalisa que Mulholland, Miller et Rezac étaient déjà loin sous lui. Et il semblait qu'il n'allait pas s'en sortir. Que s'était-il passé? Il s'avéra que la voilure partiellement ouverte de Mulholland n'avait pas eu le temps de se gonfler. Quant à Miller et Rezac, ils n'avaient jamais eu la moindre chance, n'ayant même pas tenté d'ouvrir leur parachute.
Ils chutèrent pendant environ 60 secondes avant de percuter le sol, s'enfonçant d'1 mètre dans la surface du pôle sud, à environ 800 mètres de la cible. Kirn et les 2 Norvégiens atterrirent sains et saufs, mais leur choc était immense. Très vite, des personnes en motoneige, menées par le médecin de la station, localisèrent et récupèrent les 3 corps. À 14 h ce jour-là, les dépouilles étaient déjà en route pour Patriot Hills. Les autorités conclurent qu'il n'y avait pas une cause unique majeure à cet horrible accident, mais plutôt une accumulation de petites erreurs. Le refroidissement éolien produit par la vitesse de chute libre, l'absence de repères visuels sur la neige, le refus des 3 hommes d'utiliser de l'oxygène et l'absence de système AAD sur leur parachute furent tous mis en cause dans leur décès. Suite à cet accident, de vives inquiétudes ont été soulevées concernant les protocoles de sécurité et les risques inhérents à de telles entreprises audacieuses. Le 5 juillet 2013 restera gravé comme un tournant tragique dans l'histoire de l'escalade, une journée marquée par un drame qui allait bouleverser à jamais l'existence de tous ceux qui y furent mêlés. Tito Claudio Traversa, un prodige italien de l'escalade âgé de seulement 12 ans, s'était lancé dans ce qui devait être une énième aventure exaltante à Orpierre, en France. Né le 22 avril 2001, le jeune Tito avait manifesté dès son plus jeune âge un talent absolument hors du commun pour la grimpe, stupéfiant les pratiquants les plus chevronnés par ses capacités naturelles hors normes et sa détermination sans faille. Le parcours de Tito dans l'univers de la verticalité avait débuté alors qu'il n'était encore qu'un jeune enfant. Sa passion s'était embrassée au contact des parois, nourrie par le frisson de l'ascension et le désir de conquérir de nouveaux sommets. À l'âge tendre de 8 ans, il avait déjà accompli un exploit remarquable en venant à bout de sa première voie côté 8A, un signe précurseur de ses compétences et de son dévouement inégalé. À chaque nouvelle ascension, Tito repoussait les limites de ce que l'on pensait réalisable pour un enfant de son âge, s'attirant la reconnaissance et le respect profond de ses pairs comme de ses mentors. À mesure que la réputation de Tito grandissait, ses ambitions prenaient elles aussi de l'ampleur. Dès l'âge de 9 ans, il avait déjà franchi les frontières du possible en s'attaquant avec une confiance et une grâce déconcertantes à une voie 8B. À 10 ans, il atteignait de nouveaux sommets de performance en gravissant une voie 8B+, laissant la communauté des grimpeurs dans un état de totale admiration devant tant de talent et de volonté. Pourtant, malgré les éloges et l'admiration générale, Tito était resté un enfant humble, uniquement guidé par son amour viscéral pour l'escalade et la poursuite de ses rêves. Hélas, la tragédie a frappé lors de cette funeste journée de juillet, jetant une ombre indélébile sur l'avenir pourtant si prometteur du jeune garçon. Alors qu'il progressait dans sa voie à Orpierre, il ne pouvait se douter qu'il s'agissait là de sa toute dernière ascension. Une erreur cruciale commise lors de l'assemblage de ses dégaines, les mousquetons ayant été mal insérés dans les sangles, avait gravement compromis sa sécurité. Tragiquement, Tito perdit ses appuis et fit une chute vertigineuse jusqu'au sol, mettant fin à sa jeune vie dans un instant d'une tristesse absolue. L'annonce du décès de Tito a provoqué une onde de choc sans précédent dans le monde de l'escalade, laissant sa famille, ses amis et ses compagnons de cordée en proie à un immense chagrin et à l'incrédulité. Alors qu'il luttait pour accepter la perte d'un être si jeune et talentueux, des interrogations ont commencé à surgir sur les causes réelles de ce drame. S'agissait-il d'un simple accident tragique, ou cette fatalité aurait-elle pu être évitée grâce à une surveillance accrue et des mesures de sécurité plus rigoureuses? L'enquête approfondie sur les circonstances entourant la mort de Tito a révélé une vérité particulièrement troublante. 8 de ses 10 dégaines avaient été incorrectement assemblées, un oubli fatal qui lui a finalement coûté la vie. Suite à cet accident, 5 personnes furent inculpées d'homicide involontaire, incluant les responsables de la production et de la distribution du matériel défectueux, ainsi que les moniteurs qui encadraient cette sortie d'escalade. Tout au long des procédures judiciaires, la communauté des grimpeurs a dû faire face à la dure réalité de la disparition de Tito et aux conséquences de ce drame pour l'avenir de ce sport. Une telle tragédie aurait-elle pu être empêchée? Que se serait-il passé si les dégaines avaient été inspectées plus minutieusement avant que Tito ne s'élance? Et si des réglementations de sécurité plus strictes avaient été en place pour prévenir de telles négligences à l'avenir? Le 23 avril 2013, Géraldine Larguet, 66 ans, se lança dans l'aventure de sa vie, déterminée à conquérir le sentier des Appalaches. Mais ce qui devait être un exploit personnel triomphant se transforma en un drame déchirant. Géraldine, connue sous le surnom de Jerry par ses proches, entama un voyage dont elle ne reviendrait de jamais. Jerry était une infirmière retraitée de l'US Air Force, originaire de Brentwood, Tennessee, une femme chaleureuse et pleine d'entrain. Elle débordait d'optimisme, d'un amour profond pour l'aventure et rêvait depuis longtemps de parcourir ce sentier mythique. Son mari, George, la soutenait dans son périple, la rejoignant régulièrement à des points de ravitaillement pour lui apporter provisions et encouragement. Bien qu'elle ait une certaine expérience des longues randonnées, elle n'était pas une survivaliste aguerrie.
Elle comptait avant tout sur sa préparation, ses cartes et la bienveillance des autres randonneurs. À l'été 2013, sa compagne de randonnée dut abandonner l'expédition pour une urgence familiale. Plutôt que de renoncer, Jerry choisit de continuer seule. Fin juillet, elle était presque arrivée au bout de son périple, à seulement quelques semaines de Mount Katahdin, dans le Maine, son objectif ultime. Le matin du 22 juillet, elle passa devant un abri de randonneurs, dernière fois où elle fut vue en vie. Peu après, elle quitta le sentier et ne parvint jamais à y retourner. À 11 h, ce matin-là, elle tenta d'envoyer un message à George. Elle expliquait qu'elle était perdue, qu'elle avait quitté le sentier pour aller aux toilettes et demandait qu'il contacte l'Appalachian Mountain Club, AMC, pour voir si un agent d'entretien des sentiers pouvait l'aider. Elle estimait se trouver au nord de Woods Road, mais le message ne fut jamais délivré. Elle tenta de grimper sur un terrain plus élevé pour trouver du réseau et renvoya plusieurs fois son appel à l'aide. Le lendemain, elle essaya à nouveau, expliquant qu'elle était perdue depuis la veille à 3 ou 4 miles du sentier et qu'elle avait besoin de la police pour savoir quoi faire. Mais son téléphone ne captait aucun signal, les jours passèrent et Jerry rationna ses vivres, essayant de retrouver son chemin. Finalement, elle trouva une clairière à la lisière d'un terrain appartenant à l'US Navy et y installa un campement. Elle rassembla des branches et des aiguilles de pin pour garder sa tente au sec, tendit une couverture de survie entre des arbres pour s'abriter et tenta de signaler sa présence. Elle essaya de faire du feu, brûlant du bois et des broussailles pour que les secours aperçoivent la fumée. Mais les équipes de recherche, gênées par de fortes pluies et la densité de la forêt, ne la trouvèrent jamais. Au moins 3 chiens de recherche passèrent à moins de 100 mètres de son campement, mais la végétation dense masqua sa présence. Elle tint un journal consignant ses jours de survie. Les semaines passèrent. Dans ses écrits, elle laissa un ultime message à ceux qui retrouveraient un jour son corps. Elle demandait qu'on prévienne son mari, George, et sa fille, Kerry. Peu importait le temps que cela prendrait, elle souhaitait simplement qu'il sache où et comment elle était morte. Sa dernière entrée était datée du 18 août, 26 jours après sa disparition. À ce moment-là, elle avait succombé à la faim et à l'exposition seule dans la forêt, à seulement 2 miles, 3 km, du sentier des Appalaches. Pendant plus de 2 ans, son destin resta un mystère. Les équipes de secours fouillèrent la région, suivant des indices laissés par des randonneurs et examinant chaque piste possible. George, bien que dévasté, finit par accepter l'idée que sa femme avait péri dans cette nature sauvage qu'elle aimait tant. En octobre 2015, un forestier travaillant près du terrain de la marine tomba sur une tente effondrée. À proximité, un crâne humain reposait dans un sac de couchage. Un sac à dos vert, un journal couvert de mousse et divers effets personnels confirmèrent l'identité des restes. Jerry Larguet avait enfin été retrouvé. L'examen médical conclut à une mort par exposition. Sa famille, bien que brisée par le chagrin, exprima sa gratitude envers ceux qui avaient cherché Jerry sans relâche. À l'endroit où elle avait passé ses derniers jours, ils placèrent une croix en mémoire de son courage et de son ultime combat pour survivre. Le 21 mai 2024, un matin glacial sur le mont Everest. Daniel Paul Patterson, un coach sportif de 40 ans originaire de Wakefield, venait de réaliser son rêve de toujours. À 4h40 du matin, lui et son guide Sherpa, Patenji, âgé de 23 ans, atteignaient le sommet du plus haut sommet du monde, culminant à 8849 mètres d'altitude. Ce moment représentait l'aboutissement de semaines d'efforts incessants et de détermination. Mais ce qui aurait dû être une descente triomphale s'est transformé en une tragédie mystérieuse lorsque Daniel et Patenji ont disparu sur cette montagne impitoyable. Daniel n'était pas seulement un alpiniste, c'était un partenaire dévoué, un fils attentionné et le copropriétaire de Wakefield CrossFit, connu pour sa gentillesse et son engagement envers les autres. Cette ascension avait une signification personnelle. Il s'était lancé ce défi pour honorer la mémoire d'une ancienne membre de son gymnase, Jenny Muston, et avait réussi à récolter 10 000 livres sterling pour sa famille. Malgré toute sa détermination, la dure réalité des dangers de l'Everest l'a finalement emporté. Son aventure avait commencé plusieurs semaines auparavant lorsqu'il avait rejoint un groupe de 15 alpinistes dirigé par le guide expérimenté David Hugo Ayaviri-Kisp de 8K Expédition. Parmi l'équipe se trouvait Patenji, un Sherpa chevronné qui avait déjà atteint 2 fois le sommet de l'Everest. Daniel partageait chaque étape de son périple sur les réseaux sociaux, publiant des mises à jour et des photos qui mettaient en lumière les défis, mais aussi les récompenses de cette ascension. Dans un post, il décrivait le camp de base animé comme une mini-ville à 5364 mètres. Quelques jours avant sa tentative du sommet, il exprimait son impatience en écrivant « J'attends avec impatience une fenêtre météo favorable pour le sommet ». L'ascension finale a commencé sous des conditions météorologiques idéales. Le 21 mai,
Daniel et Pastenji ont traversé la redoutable zone de la mort, une région où le niveau d'oxygène chute considérablement, rendant chaque pas épuisant. Atteindre le sommet était une réussite monumentale, mais la descente de l'Everest était souvent plus périlleuse que l'ascension elle-même. Les problèmes ont commencé lors de la descente près de l'Hillary Step, une paroi rocheuse raide à 8790 mètres, connue pour ses goulots d'étranglement et sa proximité avec un précipice. Ce matin-là, la zone était encombrée de grimpeurs progressant lentement sur des corniches glacées. Quelque part entre la crête sommitale et le sommet sud, le drame a frappé. Une corniche de neige et de glace compacte s'est effondrée, emportant plusieurs alpinistes, dont Daniel et Patenji, sur la face Kangshung. Les secouristes ont réussi à sauver 3 alpinistes, mais Daniel et Pastenji ne faisaient pas partie des survivants. Au Royaume-Uni, la partenaire de Daniel, Bex Woodhead, suivait de près ses mises à jour. Lorsqu'elles ont cessé, son inquiétude s'est transformée en panique. À l'annonce de l'incident, Bex a lancé une campagne GoFundMe, récoltant plus de 130 000 livres pour financer des recherches en hélicoptère et des opérations de secours. Décrivant Daniel comme une âme aventureuse et bienveillante, son appel a touché de nombreuses personnes. « Le temps est critique », a-t-elle supplié, cherchant à couvrir les coûts colossaux de la mission. Les équipes de recherche ont exploré la face Kangshung à pied et par voie aérienne, mais l'altitude extrême et les conditions hostiles rendirent la tâche presque impossible. Malgré des efforts considérables, aucune trace de Daniel ou de Pastenji n'a été retrouvée. Global Rescue, une organisation initialement impliquée, a finalement dû se retirer, invoquant l'inaccessibilité de la région. Bex, néanmoins, a poursuivi ses recherches, remerciant ses soutiens et partageant régulièrement des nouvelles. Cette tragédie a également mis en lumière un problème croissant sur l'Everest, la surpopulation. Ces dernières années, le nombre d'alpinistes tentant l'ascension a explosé, entraînant une congestion dans des zones critiques comme l'Hillary Step. Cette saison seulement, plus de 450 alpinistes et leurs guides Sherpas ont tenté l'ascension depuis le versant népalais. Les experts alertent depuis longtemps que la surpopulation augmente les risques, car les alpinistes, bloqués dans des conditions glaciales, épuisent de leurs réserves limitées d'oxygène et s'exposent au gel ou au mal des montagnes. Les dangers sont aggravés par le changement climatique qui rend les conditions météorologiques sur l'Everest encore plus imprévisibles. Les autorités népalaises ont tenté de limiter le nombre de permis, mais la montagne reste impitoyable. Quelques semaines avant l'ascension de Daniel, 2 alpinistes mongols avaient disparu après avoir gravi le sommet sans guide. Leurs corps ont été retrouvés plus tard, à des endroits différents au-dessus de 8000 mètres. Au fil des semaines, l'espoir de retrouver Daniel et Pastenji vivants s'est éteint. La zone où ils ont disparu, connue sous le nom de « zone de la mort », est l'un des endroits les plus inhospitaliers au monde. Survivre à une chute dans cette région est extrêmement rare, et le froid extrême ainsi que le manque d'oxygène rendent les sauvetages quasiment impossibles. 8K Expedition, la société qui avait organisé l'ascension de Daniel, a exprimé ses condoléances, déclarant « Malgré des efforts de recherche exhaustifs, nous avons le regret de confirmer que Daniel et Pastenji n'ont pas pu être retrouvés. Nos pensées accompagnent leurs familles en cette période difficile. » Le 14 octobre 1999, Jan Davis, une parachutiste expérimentée de 60 ans, se tenait au sommet d'El Capitan, une falaise de granit de 3200 pieds. Avec 4 autres base jumpers, elle était là pour protester contre l'interdiction du base jumping par le National Park Service. Le base jumping, sauter de points fixes comme des bâtiments, des falaises ou des ponts avec un parachute, est connu pour ses risques élevés et nécessite un timing parfait pour déployer la voile. Yosemite l'avait interdit après plusieurs morts, avec 6 décès recensés depuis 1980. Leur objectif était de prouver que le base jumping pouvait être pratiqué en toute sécurité et de contester les règles strictes du parc. Le plan était simple. Chaque sauteur atterrirait dans une zone désignée, serait arrêté par les rangers et confisquerait son équipement, espérant ainsi attirer l'attention du public sur leur cause. Jan n'était pas une novice. Avec plus de 70 sauts en 16 ans de carrière, elle était une figure respectée dans la communauté du base jumping et la première femme à sauter des chutes Angel Falls, la plus haute cascade du monde. Elle collaborait souvent avec son mari, Tom Sanders, un photographe de cascade hollywoodien sur des projets de grande envergure. Mais cette protestation n'était pas un saut comme les autres pour Jeanne, c'était une déclaration. À 14 h, une foule d'environ 150 personnes s'était rassemblée dans la vallée de Yosemite pour assister à la démonstration. Parmi eux se trouvait Tom, prêt à filmer la descente de Jan. Les 3 premiers sauteurs accomplirent leur saut sans encombre, leur parachute s'ouvrant parfaitement tandis qu'ils glissaient vers le sol. La foule applaudissait et l'ambiance était festive. Puis vint le tour de Jan.
Avant de sauter, Jean décida de laisser son parachute sur mesure derrière elle pour éviter qu'il ne soit confisqué par les Rangers. À la place, elle emprunta un parachute plus ancien, surnommé sac poubelle dans la communauté. L'équipement emprunté avait une poignée d'ouverture située sur la jambe, contrairement à son parachute habituel où elle se trouvait dans le dos. Cette configuration était inconnue pour Jean et surtout, le parachute emprunté n'avait pas de voile de secours. Le saut de Jeanne commença sans problème. Les témoins décrivirent son départ de la falaise comme stable et contrôlé. Mais pendant sa descente, il devint évident que quelque chose n'allait pas. Son parachute ne s'ouvrit pas. Des cris de « Ouvre ton parachute !» retentirent dans la foule en contrebas, mais rien ne se passa. Pendant 20 secondes interminables, elle chuta jusqu'à heurter les rochers au pied de la falaise. La protestation joyeuse se transforma en une scène de choc et d'horreur. Tom, qui filmait depuis le bas, assista à la tragédie à travers son objectif. Il s'affaissa sur son équipement, dévasté. Le 5e sauteur, qui devait sauter ensuite, annula son saut et préféra redescendre à pied. Les Rangers sécurisèrent rapidement la zone et la nouvelle de l'incident se répandit dans le monde entier, jetant une ombre sur le base jumping et ses défenseurs. La tragédie déclencha un débat intense au sein de la communauté du base jumping. Certains blâmèrent les politiques d'Elo du parc, arguant que l'interdiction du sport forçait les sauteurs à prendre des risques inutiles, comme utiliser du matériel de moindre qualité. D'autres critiquèrent les organisateurs de la protestation pour avoir permis à Jeanne de sauter avec un équipement qu'elle ne connaissait pas. Les sauteurs expérimentés soulignèrent une vérité difficile. Le base jumping est intrinsèquement dangereux et la responsabilité personnelle est primordiale. Emprunter du matériel violait une règle fondamentale du sport et cela coûta la vie à Jeanne. Les forums en ligne comme le Base Jumping Life Information Network and Communications furent inondés de discussions sur l'incident. Robert Simon, un ancien parachutiste de l'armée et pionnier du base jumping, insista sur le fait qu'emprunter des parachutes était une pratique à proscrire absolument. La mort de Jeanne laissa un profond impact sur sa famille et la communauté du base jumping. Elle fut rappelée comme une pionnière, une épouse dévouée et une aventurière à l'esprit indomptable. Son mari, Tom, se souvint plus tard du moment où il réalisa qu'elle était en danger, notant que son saut semblait propre, sans culbute, mais qu'à l'approche des arbres, il devint clair qu'il était trop tard pour la sauver. Il décrivit la perte profonde de sa meilleure amie. La protestation, censée démontrer le talent et la sécurité du base jumping, se termina en un rappel déchirant des risques du sport. Pour beaucoup, Jeanne Davis reste un symbole de l'équilibre entre aventure et sécurité, et son histoire continue de résonner dans le monde du base jumping. Le 27 décembre 2018, la docteure Laila Jiwani et sa famille entreprennent ce qui devait être une randonnée simple et sans danger sur le sentier de Porters Creek dans le parc national des Great Smoky Mountains au Tennessee. Accompagnée de son mari Tofik et de leurs 3 fils, elle marche sur ce chemin bien fréquenté, loin de se douter qu'un drame est sur le point de survenir. Avant la fin de la randonnée, Laila devra tout sacrifier pour protéger son enfant. Laila, pédiatre de 42 ans originaire de Plano, au Texas, était une mère dévouée et un médecin respecté à la clinique de quartier Cook Children's Northside à Fort Worth. Diplômée de la faculté de médecine de l'Université de New York, elle s'était consacrée sans relâche à soigner de jeunes patients depuis son arrivée au centre médical en 2007. Elle partageait sa vie entre son engagement professionnel et l'amour profond qu'elle portait à sa famille. Un amour que ses proches disaient visible dans chacun de ses gestes. Alors qu'ils avançaient sur le sentier, le vent commença à se lever. Soudain, des bourrasques violentes balayèrent la forêt. Le vent hurlait à travers les arbres lorsqu'un arbre gigantesque, fragilisé par les rafales, se brisa net. Terrifiée, Laila réalisa que son plus jeune fils, Gibran, âgé de 6 ans, se trouvait directement sur la trajectoire. Sans hésiter, elle se précipita pour le protéger, l'enlaçant de tout son corps dans une tentative désespérée de le sauver. L'arbre s'écrasa violemment. Laila encaissa tout l'impact, son corps absorbant le choc fatal qui aurait, à coup sûr, tué son fils. La force et le poids de la chute étaient tels qu'elle mourut sur le coup, ses blessures rendant toute survie impossible. Gibran, bien que blessé, était vivant. La jambe fracturée en 2 endroits, des blessures superficielles à la tête, mais la vie sauve grâce au sacrifice ultime de sa mère. Les responsables du parc réagirent rapidement et les secours arrivèrent pour transporter Gibran en hélicoptère jusqu'au centre médical de l'Université du Tennessee. Le jeune garçon fut opéré et, malgré le traumatisme, son rétablissement physique était attendu. Tofik, accablé par la perte de son épouse, dut puiser dans ses dernières forces pour soutenir ses enfants face à cette tragédie. Laila fut pleurée par ses collègues et ses patients. Brett Nelson, président du Cook Children's Physician Network, la décrivit comme adorée de ses patients, de leur famille et de ses collègues. Ses funérailles eurent lieu à Dallas.
Un rebondissement inattendu vint ajouter une touche de tristesse supplémentaire. Dans la confusion du retour, Taufik perdit une caméra GoPro à bord d'un vol d'American Airlines, une caméra contenant les dernières images de Layla. Désespérée de récupérer ses souvenirs, la famille lança un appel sur les réseaux sociaux qui se propagea rapidement. Après de longues recherches, la caméra fut miraculeusement retrouvée. Une petite consolation face à une perte immense, un dernier lien avec la femme qu'ils avaient perdue. Le dernier acte de Layla fut un geste de pur altruisme. Un moment qui fit d'elle non pas une victime. En sauvant son enfant, elle laissa derrière elle un héritage de courage et de dévotion. C'était une journée d'août, à la fois sèche et glaciale, lorsque Pete Absolon, alors directeur de la section Rocky Mountain pour l'organisation NOL, s'est lancé dans une expédition d'escalade au cœur de la chaîne de Wind River, dans le Wyoming, accompagné de son ami et mentor Steve Early. Absolon, un grimpeur chevronné fort de nombreuses années d'expérience, avait méticuleusement planifié leur itinéraire, brûlant d'impatience à l'idée d'explorer une toute nouvelle ligne qu'il avait repérée lors d'un précédent séjour en camping avec sa famille. À mesure qu'il s'enfonçait plus haut dans le cirque glaciaire, Early ne pouvait s'empêcher de se sentir honoré de grimper aux côtés d'Absalon, lequel l'avait pris sous son aile avec la bienveillance d'un grand frère. Les deux hommes partageaient un lien indéfectible, forgé à travers des années d'aventures communes et de défis relevés côte à côte. Leur ascension progressait lentement mais sûrement, les obligeant à naviguer sur un terrain périlleux tout en purgeant les roches instables au passage. Malgré la fatigue qui commençait à peser, Early continuait d'avancer, plaçant toute sa confiance dans le leadership et l'expertise reconnue d'Absalon. Cependant, la tragédie a frappé en un instant, brisant brutalement la sérénité qui régnait au milieu des montagnes. Sans le moindre avertissement, un bloc rocheux a été projeté depuis le sommet, percutant Absalon avec une force dévastatrice et mortelle. Le monde d'Early a soudainement basculé dans le chaos le plus total, alors qu'il voyait le corps sans vie de son ami pendre au bout des cordes, les échos de l'impact résonnant encore douloureusement dans ses oreilles. Dans ce moment de choc et d'incrédulité, Early a dû se confronter à la réalité brutale du décès d'Absalon, son esprit étant assailli de questions demeurant sans réponse. Et s'ils avaient opté pour un itinéraire différent? Et s'ils s'étaient montrés encore plus prudents? Ces interrogations obsédantes restaient suspendues dans l'air, tandis qu'Early luttait pour accepter la perte de celui qui était à la fois son ami et son mentor. Au même moment, à des kilomètres de là, un groupe de randonneurs se tenait sur la crête surplombant le cirque de Lake Lake, ignorant totalement le drame qu'ils étaient sur le point de provoquer. Parmi eux se trouvaient les frères Rodolphe, attirés par la beauté sauvage des sommets comme tant d'autres avant eux. Alors qu'ils contemplaient les vastes panoramas s'offrant à eux, ils étaient loin de se douter que leurs actions allaient bientôt croiser la route d'Absalon et d'Early d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Dans un élan de curiosité irréfléchie, Luc Rodolphe ramassa une pierre et la projeta dans l'abîme en contrebas, sans savoir que des grimpeurs se trouvaient juste là, dissimulés à sa vue. Ce qui n'était au départ qu'un simple geste d'exubérance juvénile allait rapidement se transformer en un véritable cauchemar empreint de culpabilité et de remords. Tandis que la pierre entamait sa course folle et invisible vers les grimpeurs qui progressaient en contrebas sans se douter du moindre danger, elle vint frapper violemment Pete Absolon à l'arrière du crâne, provoquant instantanément l'issue fatale et tragique que l'on connaît aujourd'hui. Alors que Steve Early, seul en paroi, tentait tant bien que mal de gérer les suites immédiates et traumatisantes de la mort brutale de son compagnon, il se retrouva rapidement pris dans un engrenage de douleurs sourdes et de colère noire, un tumulte intérieur dont l'écho allait résonner bien au-delà des sommets isolés du Wyoming. La nouvelle de la disparition soudaine de Pete se répandit alors comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Pour Molly Absolon, cette souffrance devint un fardeau presque insupportable à porter au quotidien, leur deuil partagé et leurs souvenirs communs les liant désormais d'une façon indéfectible qu'aucun d'eux n'aurait jamais pu anticiper avant ces terribles journées. On sait peu de choses sur les léopards de mer, si ce n'est qu'ils trônent au sommet de la chaîne alimentaire antarctique. Ce sont des animaux solitaires qui habitent l'un des endroits les plus hostiles au monde. Répartis sur des millions de kilomètres carrés de banquise, les léopards de mer se nourrissent d'une grande variété de proies. Ils n'ont rien à craindre, à l'exception peut-être de l'orque, seul prédateur naturel de l'espèce. Ils ne nous craignent même pas, nous, les humains. En réalité, c'est nous qui les craignons. Et l'histoire de Kirsty Brown est l'une des raisons pour lesquelles il en est ainsi. Le 22 juillet 2003, Kirsty Brown, 28 ans, était en mission. Malgré son jeune âge, Kirsty était une biologiste marine travaillant pour le British Antarctic Survey, BASS. Elle avait rejoint le BASS l'année précédente, en 2002, pour un contrat de 30 mois, après avoir obtenu un diplôme en géologie et une maîtrise en océanographie.
Elle étudiait l'impact significatif du raclement des icebergs dans les eaux peu profondes sur la vie marine des fonds marins. L'Antarctique n'est pas fait pour les âmes sensibles ou les novices, mais Kirsty Brown était loin de l'être. Non seulement elle était une chercheuse accomplie, mais elle était aussi une plongeuse scientifique qualifiée. Elle possédait des qualifications de chef de palanquée et des certifications de plongée professionnelle. Elle avait plongé au Groenland, en Australie et au Royaume-Uni. Mais même sa vaste expérience ne put la sauver des périls du continent de glace. Ce mardi-là, Kirsty Brown quitta la station de recherche Rotra pour une mission de routine en snorkeling afin de vérifier des équipements scientifiques destinés à mesurer le mouvement de la glace sur le lit marin. Bien qu'elle soit la seule à se mettre à l'eau, elle était accompagnée d'une équipe de soutien de 2 personnes restées sur le rivage, au cas où. Le danger est permanent sur la péninsule antarctique et le protocole dicte de ne prendre aucun risque. Les scientifiques ont pour consigne de ne pas entrer dans l'eau si un léopard de mer est aperçu et d'en sortir immédiatement si l'un d'eux apparaît. Mais ce jour-là, ils ne virent aucun phoque. Cependant, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la tragédie rôder qu'elle ne va pas frapper pour autant. Kirsty Brown se trouvait à environ 25 mètres du rivage et travaillait avec efficacité. Elle ne vit rien d'inhabituel. Ses collègues, qui surveillaient depuis la rive, non plus. Et puis, il fut déjà trop tard. Les léopards de mer sont maladroits sur terre, mais ils sont extrêmement rapides à la nage. En fait, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h. Ce sont des animaux curieux, surtout si quelque chose ressemble à une proie. Il ne fallut que quelques secondes au léopard de mer pour attaquer Kirsty Brown. L'animal saisit la jeune femme et l'entraîna profondément sous les eaux. Ses collègues assistèrent à la scène avec horreur depuis le rivage. Mais ils ne laissèrent pas le choc les paralyser. Au contraire, ils appelèrent les secours, espérant qu'ils arriveraient assez vite pour sauver la jeune scientifique. 10 minutes plus tard, un canot de sauvetage parvint à sortir Kirsty Brown de l'eau. Elle ne respirait plus. Les sauveteurs tentèrent de la réanimer. Chaque minute était cruciale. Ils transportèrent ensuite Kirsty à la station de recherche, où le médecin de la base et ses collègues essayèrent de la ranimer pendant 1 heure, en vain. Son décès fut prononcé. La nouvelle de l'attaque provoqua une onde de choc au sein de la communauté scientifique, déclenchant une vague de chagrin et d'incrédulité. Le docteur Brown était admiré pour sa passion. Lloyd Peck, qui dirigeait la TEST, le programme sur lequel elle travaillait, exprima son souhait de poursuivre le projet de la scientifique afin d'honorer sa mémoire. Des spéculations virent le jour quant à ce qui avait pu déclencher le comportement agressif du léopard de mer. S'il avait été provoqué par la présence du docteur Brown ou s'il s'agissait d'un instinct territorial dans son habitat naturel. Certains biologistes marins soupçonnent même que les léopards de mer, connus pour suivre des personnes à la trace, pourraient s'attaquer délibérément aux humains. Dan Osman, figure emblématique et presque légendaire du monde de l'escalade, a connu une fin tragique lors d'une journée fatidique de novembre 1998. Célèbre pour ses exploits d'une audace inouïe et ses techniques novatrices, la vie d'Osman incarnait parfaitement la quête absolue d'aventure et cette volonté farouche de repousser sans cesse les frontières du potentiel humain. Né dans le comté d'Orange en 1963, Osman a vu sa passion pour la grimpe s'éveiller très tôt dans sa jeunesse. Son parcours l'a naturellement mené vers South Lake Tahoe, où il exerçait les métiers de charpentier et d'ouvrier du bâtiment afin de financer sa véritable vocation, l'escalade de roche. Mesurant 1,78 m avec une silhouette compacte de gymnaste, Osman possédait un rapport force-poids absolument parfait, ce qui faisait de lui une force redoutable d'une fois accroché aux parois. L'ascension d'Osman vers la célébrité a véritablement débuté dans les paysages désertiques du parc national de Joshua Tree, là où il fit la connaissance de son partenaire de cordée Dave Griffith. C'est à cet endroit que ses capacités extraordinaires sont devenues une évidence pour tous, alors qu'il s'attaquait avec une aisance déconcertante à des voies complexes, faisant preuve d'une grâce et d'une précision chirurgicale. Griffith se souvient encore de la maîtrise totale qu'Osman avait de son sport, le décrivant comme un athlète à la fois léger mais doté d'une force brute, porté par un talent inné qui le distinguait radicalement de ses contemporains. À mesure que sa réputation grandissait, son appétit pour le dépassement des limites de l'escalade traditionnelle devenait insatiable. Il s'est alors plongé dans l'univers du free solo, une discipline extrême exigeant un courage d'acier et une prouesse technique irréprochable. En réalisant des ascensions audacieuses telles que Purple Haze ou Blues Reef, Osman a cimenté son statut de grimpeur parmi les plus intrépides de sa génération. Cependant, ce n'était pas uniquement son talent pur qui captivait le public, mais également son sens inné du spectacle et de la mise en scène. Connu pour ses mouvements fluides et sa présence charismatique, Osman était un interprète naturel dont les prouesses laissaient les spectateurs dans un état de stupéfaction totale.
Qu'il s'agisse de gravir des falaises vertigineuses sans aucune protection ou d'exécuter des sauts pendulaires à couper le souffle, ces cascades audacieuses ont marqué l'imaginaire de toute une génération. Pourtant, la vie de Dan Haussmann n'était pas exempte de zones d'ombre et de complexité. Derrière son personnage d'homme sans peur, il luttait contre des démons personnels et subissait les pressions constantes de sa propre célébrité. Sa relation tumultueuse avec sa fille, Emma, ainsi que la difficulté de concilier une vie de famille stable avec sa soif inextinguible d'adrénaline, pesaient lourdement sur son esprit. Durant les mois qui ont précédé son terrible accident, ses sauts de corde de plus en plus risqués s'attiraient les critiques de certains observateurs, qui percevaient ses activités comme étant imprudentes et irresponsables. Mais pour Haussmann, chaque saut représentait un risque méticuleusement calculé, un test ultime de ses propres limites et une célébration du courage qui l'habitait. Ce jour-là, dans le parc national de Yosemite, Haussmann s'était mis en tête de battre un nouveau record avec un saut monumental depuis la Leaning Tower. Armé de sa détermination légendaire et d'un enthousiasme débordant, il s'était lancé dans ce qui allait devenir son ultime aventure. Mais alors qu'il plongeait dans le vide, le drame survint. Une erreur fatale dans le montage des cordes provoqua la rupture du système, le précipitant vers une mort certaine. La nouvelle de la disparition de Dan Haussmann a provoqué une onde de choc immense, bien au-delà de la simple communauté des grimpeurs. Ses amis et ses admirateurs ont pleuré la perte d'un véritable pionnier, un homme dont l'héritage allait résonner pendant des décennies. Alors que les enquêtes sur les causes de l'accident commençaient, des questions obsédantes demeuraient. Qu'est-ce qui avait pu échouer et qu'aurait-on pu faire différemment pour sauver cette icône? Dans le sillage de sa mort, le monde de l'escalade a dû apprendre à vivre sans l'un de ses plus grands visionnaires. Ses exploits et son esprit indomptable ont inspiré d'innombrables sportifs à repousser leurs propres barrières et à embrasser le frisson de l'inconnu. Et si ce dernier saut n'avait été qu'une prouesse de plus dans la longue liste de ses succès, où se trouverait Dan Haussmann aujourd'hui? À 50 ans, la réputation de Gordon Hamilton n'était plus à faire. Chercheur de renom, il était glaciologue à l'Université du Maine. Hamilton avait dédié sa vie à l'étude de l'eau gelée sous toutes ses formes. Neige, banquise, glace glaciaire, glace de rivière et pergélisol. Hamilton connaissait tout sur le sujet. Son but était de comprendre l'évolution du climat de notre planète. Son travail hors du commun l'emmenait souvent dans des endroits dont la plupart d'entre nous n'oseraient même pas rêver. L'Antarctique, avec son labyrinthe glacé de crevasses, de fissures et de neige, était l'un de ces lieux. Les recherches de Hamilton visaient à comprendre la relation entre la fonte des calottes glaciaires et l'élévation du niveau de la mer. L'homme jugeait cette mission assez importante pour entreprendre des expéditions parfois périlleuses. C'était le samedi 22 octobre 2016. Gordon Hamilton et son équipe se trouvaient sur l'île White, dans l'archipel de Ross en Antarctique. L'île, qui doit son nom au manteau de neige qui la recouvre, servait de décor à la toute nouvelle mission de recherche de Hamilton. Son objectif était d'étudier les nombreuses crevasses de l'Antarctique. Les crevasses sont des fissures qui s'enfoncent profondément dans la neige et la glace du continent, et elles sont généralement immenses. Hamilton lui-même affirmait que l'on pouvait jeter une poignée de bus scolaires dans une crevasse sans même en combler le vide. De plus, Hamilton et son équipe devaient combler certaines de ces crevasses avec de la neige pour garantir que les provisions puissent être transportées vers la station McMurdo toute proche. C'était un travail difficile et intrinsèquement dangereux. Mais Gordon Hamilton avait une grande expérience, et c'était un optimiste qui savait détendre l'atmosphère au sein de son équipe. Malheureusement, ce fut la dernière mission de cet homme. Hamilton circulait sur sa motoneige lorsque l'immensité glacée de l'Antarctique lui ôta la vie. Tout se passa si vite. L'instant d'avant, il faisait simplement son travail, comme tant de fois auparavant. L'instant d'après, il faisait une chute de 30 mètres, 100 pieds, dans une crevasse. Le terrain était piégeux et d'un blanc aveuglant. Le corps de Hamilton fut récupéré et rapatrié dans son état d'origine, le Maine. La mort tragique de Hamilton a servi de sombre rappel des sacrifices consentis dans la poursuite des découvertes scientifiques. La nouvelle de l'accident a attiré l'attention sur les risques auxquels sont confrontés les chercheurs travaillant dans l'environnement impitoyable de l'Antarctique. Ses collègues et ses pairs ont pleuré la perte d'un scientifique brillant dont les contributions à la climatologie étaient inestimables. C'était quelqu'un de charmant. Il était extrêmement amical, et on pouvait toujours compter sur son sens de l'humour, même dans les situations parfois stressantes, a déclaré Paul Majewski, directeur du Climate Change Institute.
Yogesh Patel, un homme de 25 ans, originaire d'Oak Forest, Illinois, s'était rendu au parc national des Great Smoky Mountains pour profiter de la beauté naturelle de ce lieu, réputé pour ses paysages accidentés et ses attractions pittoresques. Connu comme le parc national le plus visité des États-Unis, les Smokies attirent des millions de visiteurs chaque année, dont beaucoup se rendent à ses cascades et trous de baignade. Parmi eux, on trouve Midnight Hole, une piscine profonde et pittoresque située sous une cascade de 6 pieds, où les visiteurs aiment nager et sauter depuis les rochers environnants. Ce qui devait être une journée de plaisir pour Yogesh et sa famille allait bientôt tourner au drame. Le 14 septembre, Yogesh explorait le parc avec sa famille lorsqu'ils arrivèrent à Midnight Hole, un lieu de baignade naturelle bien connu le long du sentier de Big Creek, du côté de la Caroline du Nord du parc. L'eau, claire et invitante, est depuis longtemps un endroit prisé des visiteurs malgré les avertissements concernant les dangers de nager dans de tels lieux. Alors que la journée touchait à sa fin, Yogesh marcha sur un tronc s'étendant dans la piscine. Mais en un instant, il perdit l'équilibre. Il glissa du tronc et plongea dans l'eau profonde en dessous. Les témoins le virent lutter presque immédiatement. La piscine, qui atteint une profondeur de 18 pieds, peut être dangereusement trompeuse et Yogesh ne parvint pas à reprendre le contrôle. Le courant et le choc de la chute jouaient contre lui alors qu'il tentait de rester à flot. Sa famille et des passants réagirent rapidement, se précipitant pour tenter de le sauver, mais leurs efforts furent vains. À environ 19h30, un appel fut passé au service d'urgence pour signaler l'incident. Les gardes et les équipes de sauvetage arrivèrent sur les lieux, mais l'obscurité naissante entrava leurs premières recherches. Avec une visibilité limitée et les conditions dangereuses de l'eau, leur capacité à le localiser fut gravement compromise. L'opération de sauvetage dut être suspendue pour la nuit, laissant ses proches endurer l'agonie de l'incertitude en attendant le matin. Aux premières lueurs du 15 septembre, la recherche reprit avec une urgence renouvelée. Un total de 43 membres des services d'urgence de divers organismes de Caroline du Nord et du Tennessee furent dépêchés pour contribuer aux efforts de récupération. Des plongeurs entrèrent dans les profondeurs glacées de Midnight Hole, fouillant méthodiquement la piscine où Yogesh avait été vu pour la dernière fois. Les heures s'écoulèrent alors que les équipes travaillaient sans relâche. Peu après midi, les plongeurs localisèrent son corps immergé à 18 pieds de profondeur. À 13h, les équipes d'urgence avaient récupéré son corps, mettant fin à la recherche éprouvante. La perte de Yogesh Patel fut un autre rappel sérieux des dangers existants même dans les lieux d'une grande beauté naturelle. Midnight Hole, malgré son attrait pittoresque, a été le théâtre de nombreuses tragédies, avec plusieurs personnes ayant chuté à leur mort. Bien que la baignade y soit une activité courante, les responsables du parc ne la recommandent pas en raison de la nature imprévisible de l'eau et des risques encourus. À la suite de la noyade de Yogesh, les responsables du parc ont réitéré les avertissements concernant la sécurité aquatique. Bien que le parc national des Great Smoky Mountains effectue environ 100 opérations de recherche et de sauvetage chaque année, toutes n'ont pas des résultats positifs. La mort tragique de Yogesh devint une autre statistique dans une année qui avait déjà enregistré plusieurs décès au sein de l'immense étendue sauvage du parc. Pour sa famille, la douleur de le perdre de manière si soudaine et dévastatrice était incommensurable. Le 27 septembre 2017, Andrew et Lucy Foster, un couple de Cardiff au pays de Galles, célébraient leur premier anniversaire de mariage dans le parc national de Yosemite. Ils étaient des grimpeurs expérimentés, passionnés d'aventure et de plein air. Ce voyage faisait partie d'un séjour de 3 semaines qu'ils attendaient depuis des mois. Mais ce qui avait commencé comme un rêve de vacances se transforma en une tragédie inimaginable lorsqu'un éboulement sur El Capitan changea leur vie à jamais. Andrew, 32 ans, et Lucy, 28 ans, se décrivaient comme des guerriers du week-end et passaient régulièrement leur temps libre à grimper et à skier. Leur blog, The Adventures and Thoughts of Andrew and Lucy Foster, mettait en avant leur amour pour la nature et les activités de plein air dans le but d'inspirer les autres à explorer. Les amis décrivaient Andrew comme joyeux, gentil et intrépide. Il travaillait pour l'entreprise d'équipement de plein air Patagonia et Lucy partageait son enthousiasme pour les montagnes. Ils s'étaient préparés pour leur voyage à Yosemite en gravissant des voies difficiles en Cornouailles et à Pembrokeshire. Leur aventure commença le 11 septembre 2017 et pendant des semaines, ils partagèrent des photos capturant la beauté de Yosemite et la joie qu'ils trouvaient à l'explorer. Le 27 septembre, ils se trouvaient au pied d'El Capitan, l'une des formations rocheuses les plus célèbres au monde. Le couple repérait la voie de l'East Buttress, prévoyant de l'escalader le lendemain. Vers 13h55, le désastre frappa. Une énorme plaque de granit, mesurant 130 pieds de haut sur 65 pieds de large et pesant environ 1300 tonnes, se détacha de la face d'El Capitan. Le rocher tomba d'environ 650 pieds,
produisant un bruit que les témoins comparèrent à 1000 trains de marchandises déraillant. Andrew et Lucy se trouvaient directement sur la trajectoire de la chute. En une fraction de seconde, Andrew protégea Lucy de son propre corps. Lorsque la poussière retomba, Andrew fut retrouvé enseveli sous les débris, ayant perdu la vie instantanément. Lucy, bien que grièvement blessée, survécut grâce à l'acte héroïque d'Andrew. Elle souffrait de graves blessures, dont une fracture du crâne, et fut transportée par hélicoptère vers un hôpital proche. Lucy confia plus tard à une amie qu'Andrew lui avait sauvé la vie et qu'il avait agi sans hésitation. Sa survie eut cependant un coût, la perte de son mari, la laissant dans un chagrin immense. La nouvelle de la mort d'Andrew dévasta sa famille, ses amis et la communauté de l'escalade. Les hommages affluèrent du monde entier, célébrant son courage et sa passion pour le plein air. Patagonia le décrivit comme une personne inspirante qui apportait de l'enthousiasme à tout ce qu'il faisait. L'éboulement qui coûta la vie à Andrew fut l'un des 7 qui se produisirent sur la face sud-est d'El Capitan en l'espace de 4 heures. Au total, 1300 tonnes de roches tombèrent ce jour-là, selon les responsables du parc. Les éboulements ne sont pas rares à Yosemite, où environ 80 incidents de ce type se produiseront chaque année. Cependant, les décès sont rares. La mort d'Andrew fut le premier décès lié à un éboulement à Yosemite depuis 1999. Les témoins décrivirent l'événement comme terrifiant. Ryan Sheridan, un grimpeur qui captura l'effondrement sur caméra, déclara que la scène était irréelle et exprima son soulagement que davantage de personnes n'aient pas été blessées. Un autre grimpeur, Peter Zabrock, assista à l'incident depuis le haut. Il décrivit le bruit comme une explosion tonitruante et nota qu'il avait escaladé la section de roche qui s'était effondrée quelques heures auparavant. Le dernier acte d'Andrew, protégeant Lucy, montra son amour profond et son engagement envers elle. Son courage assura sa survie, bien que cela la laissât avec le lourd fardeau de la perte. Le rétablissement de Lucy fut long et difficile, tant physiquement qu'émotionnellement. Son père, Brian Rose, se rendit en Californie pour la soutenir dans son processus de guérison. La communauté de l'escalade se mobilisa autour de Lucy, offrant ses condoléances et son soutien. Yosemite, qui avait été un lieu de joie et d'aventure pour le couple, devint le site d'une tragédie inattendue. Bien que la vie d'Andrew ait été écourtée trop tôt, son acte désintéressé et son amour pour sa femme laissèrent une empreinte durable sur tous ceux qui le connaissaient. Le 15 août 2024, sur le mont Tegelberg, en Bavière, en Allemagne, Natalie Stichova, une gymnaste tchèque de 23 ans, explorait les environs du célèbre château de Neuschwanstein, un monument ayant inspiré le château de la Belle au bois dormant de Disney. Nathalie, passionnée par la gymnastique et avide d'aventure, aimait partager sa vie sur les réseaux sociaux. Elle était accompagnée de son petit ami, David, et de 2 amis. Ce jour-là, Nathalie souhaitait prendre un selfie mémorable avec le château en arrière-plan. Elle se positionna près du bord de la montagne pour capturer le cliché parfait. Selon un ami, qui a préféré rester anonyme, l'un des pieds de Nathalie aurait glissé ou une partie du bord rocheux aurait cédé. Tragiquement, elle chuta d'environ 80 mètres dans le vide. La zone où Nathalie est tombée était connue pour sa dangerosité, comme l'ont rapporté les autorités locales. Malgré la gravité de sa chute, Nathalie survécut initialement et fut retrouvée avec des blessures critiques. Elle fut transportée par hélicoptère à l'hôpital et sa famille ainsi que ses amis s'accrochèrent à l'espoir. Cependant, après 6 jours, il devint évident que ses lésions cérébrales étaient irréversibles. Le 21 août, sa famille prit la décision difficile de la laisser partir en paix. Nathalie était une athlète reconnue en Tchéquie, admirée pour son talent et son dévouement. Elle avait récemment commencé à entraîner de jeunes gymnastes, inspirant la prochaine génération. Son club de gymnastique, Sokol Pribram Sports Gymnastics, a partagé son chagrin dans un message émouvant. C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre chère amie, gymnaste et coach Natalka Stichova, suite à un tragique accident. Elle a combattu courageusement, mais nous a quittés le 21 août à 5h30 du matin. Natalka apportait de la joie à tous ceux qu'elle rencontrait, et c'est ainsi que nous nous souviendrons d'elle. Nos pensées les plus sincères vont à sa famille et à ses proches. En sa mémoire, nous invitons chacun à venir allumer une bougie dans notre gymnase. La mère de Nathalie a également posté un hommage poignant sur Instagram. Elle était incroyable et nous ne cesserons jamais de l'aimer. Je suis fier d'avoir pu l'appeler ma fille, mon rayon de soleil. Elle m'a tellement appris et je souhaiterais qu'elle puisse encore m'apprendre davantage. Elle était une sœur exceptionnelle et ses frères et sœurs chériront toujours son souvenir. La chute tragique de Nathalie met en lumière les risques liés à la prise de photos dans des endroits dangereux.
Son histoire rappelle les dangers potentiels de privilégier le cliché parfait au détriment de la sécurité. Des incidents similaires se sont produits dans le monde entier. Par exemple, une jeune femme en Birmanie est tombée d'une cascade alors qu'elle prenait un selfie et a été emportée par le courant. Un autre événement dévastateur s'est produit dans la même région près du château de Neuschwanstein en juin de l'année précédente. Un homme originaire du Michigan, Troy Bowling, a agressé 2 jeunes femmes, Eva Liu et Kelsey Chang, sur un point de vue populaire. Bowling a tenté de s'en prendre à Eva et a poussé les 2 femmes dans un ravin. Eva n'a pas survécu et Bowling a ensuite été condamné à perpétuité pour ses actes. L'histoire de Nathalie laisse de nombreuses questions sans réponse. Et si elle avait choisi un endroit plus sûr pour sa photo? Et si elle avait renoncé à prendre ce selfie? Bien que ces interrogations persistent, son héritage vibrant perdure à travers ses publications sur les réseaux sociaux, témoignant de son esprit aventureux et de sa passion pour la gymnastique. Sa famille et ses amis se souviennent d'elle comme d'une lumière éclatante, répandant la joie partout où elle allait. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, le souvenir de Nathalie continue d'inspirer ceux qui l'ont connue. Que son histoire serve de rappel de l'importance de la prudence et de la sécurité. La vie est précieuse et aucune photo ne vaut la peine d'être mise en danger. Le 5 août 2023, Rachel Morin, une mère de 5 enfants âgée de 37 ans, partit pour son jogging habituel sur le Ma and Pa Trail dans le comté de Harford, dans le Maryland. Mais cette fois, elle ne revint jamais. La découverte de son corps le lendemain bouleversa la communauté et déclencha une chasse à l'homme à l'échelle nationale pour retrouver l'auteur de son meurtre brutal. Rachel était le cœur de sa famille et une source de joie pour son entourage. Décrite par ses proches comme l'âme de la fête, elle avait une énergie contagieuse et un don naturel pour faire rire les autres. Passionnée de mode, de marathons et de moments intenses, elle croquait la vie à pleines dents. Ses amis et sa famille la connaissaient comme une femme qui répandait la bonne humeur partout où elle passait. Le 5 août, Rachel décida d'aller courir sur le Ma and Pa Trail, un sentier très fréquenté par les randonneurs et les coureurs. Ce chemin lui était familier. Elle l'avait parcouru de nombreuses fois auparavant. Vers 18h, elle arriva au départ du sentier, sur William Street, gara sa voiture et se lança dans ce qui devait être un simple jogging. Mais les heures passèrent et Rachel ne rentra jamais chez elle. Son absence inquiéta immédiatement ses proches. À 23h20, son compagnon, Richard Taubin, signala sa disparition. Les recherches commencèrent aussitôt, mobilisant amis, familles, bénévoles et forces de l'ordre, tous parcourant le sentier à la recherche du moindre indice. Le lendemain, la recherche prit un tournant tragique. Vers 13h, le 6 août 2023, le corps de Rachel fut retrouvé en retrait du sentier, à environ 20 à 25 mètres du chemin principal. La scène du crime ne laissait aucun doute. Elle avait été victime d'une attaque d'une extrême violence. Les rapports médicaux révélèrent plus tard qu'elle avait subi un traumatisme crânien sévère avec des blessures si graves qu'un enterrement à cercueil ouvert était impossible. Une traînée de sang laissait supposer qu'elle avait été attaquée puis traînée jusqu'à cet endroit isolé. Les enquêteurs conclurent rapidement qu'elle avait été ciblée et qu'elle avait subi un niveau de violence si brutal qu'il choqua même les officiers les plus expérimentés. Le bureau du shérif du comté de Harford lança une investigation de grande ampleur, appelant le public à fournir toute information susceptible d'aider à identifier le meurtrier. En l'espace d'une semaine, des centaines de témoignages affluèrent, mais l'identité du coupable demeurait inconnue. L'affaire prit une dimension nationale alors que les autorités redoublaient d'efforts pour retrouver l'agresseur. Des images de vidéosurveillance, des analyses médico-légales et des témoignages furent exploités pour reconstituer le drame. Puis, une avancée décisive eut lieu. L'ADN retrouvé sur le corps de Rachel correspondait à celui relevé sur les lieux d'une agression et d'une intrusion dans un domicile à Los Angeles, survenu quelques mois plus tôt. Cette révélation permit aux enquêteurs d'identifier un suspect. Victor Martinez Hernandez, un Salvadorien de 23 ans. Il était entré illégalement aux États-Unis à plusieurs reprises. Après une traque intensive de 10 mois, le 14 juin 2024, les forces de l'ordre retrouvèrent Martinez Hernandez à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il se trouvait dans un bar lorsque les agents l'interpellèrent. Même à ce moment-là, il tenta de mentir sur son identité, mais les preuves contre lui étaient irréfutables. Il fut extradé vers le Maryland où il fait désormais face à des poursuites pour le meurtre de Rachel. La mort de Rachel a laissé un vide immense dans sa famille, sa communauté et bien au-delà. Sa mère, Patty Morin, exprima un soulagement amer après l'arrestation du suspect, reconnaissant que, bien que la justice suive enfin son cours, cela n'atténuait en rien la douleur de la perte de sa fille. Les autorités locales annoncèrent des mesures pour renforcer la sécurité du Ma and Pa Trail, notamment l'installation de caméras de surveillance sophistiquées afin de protéger les coureurs et les randonneurs.
Cette affaire raviva également les débats nationaux sur la sécurité aux frontières et la criminalité, étant donné les antécédents d'entrées illégales et les violences antérieures du suspect. Alors que le procès suit son cours, les proches de Rachel continuent de pleurer son absence, espérant que la justice apportera une forme de réconfort à leur chagrin.